Ravi de vous rencontrer. Je remercie l'association Coccinelle qui me donne la possibilité de m'exprimer vers pas un des sujets qui me touche le plus, mais le sujet qui me tient le plus à cœur. De par mon expérience récente de jeune papa et puis des recherches que j'ai pu mener, ça a cristallisé beaucoup de choses dans mes recherches, dans les recoupements que j'ai pu faire. Et puis c'est venu d'une manière très naturelle à partir du moment où je me suis posé la question de savoir d'où venaient les problèmes de santé des gens que je pouvais avoir en consultation. Alors j'essayais de remonter leur histoire, et puis quand je remontais leur histoire, je me rendais compte qu'il fallait que je remonte l'histoire de leurs parents, que je me remonte l'histoire de leur grossesse, puis souvent de ce qui s'est passé avant la grossesse au niveau de la santé de leurs parents. Et c'était un peu dur à apprivoiser, parce que souvent on conçoit la santé ou la maladie comme un instant T, et de revenir en arrière, déjà c'est pas facile parce que ça va travailler à la mémoire et souvent elle est inopérante. Et puis quelquefois ça fait remonter des sources de culpabilité. Alors déjà je voudrais enlever cette culpabilité-là pour tout le monde. Ce que je vais dire, peut-être que ça renverra l'histoire personnelle de chacun, ça fera remonter des choses peut-être émotionnelles, c'est souvent de la culpabilité qui revient. Le but c'est pas ça en fait. La dernière séance que j'ai faite là à Velotte, c'est une maman qui est venue avec trois enfants qui avaient des problèmes intestinaux, et je lui ai posé la question de savoir si elle avait allaité ses enfants, et elle l'a pris comme un choc, elle m'a dit non, parce qu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle ne pouvait pas. Et le but c'était évidemment pas de l'agresser, mais c'était juste d'avoir un outil de diagnostic supplémentaire pour moi, pour agir efficacement aujourd'hui. Alors personne n'est parfait, il n'y a pas de guide pour être parent, il n'y a pas de guide pour savoir comment préparer la grossesse, comment la vivre, comment l'accomplir, mais souvent on n'est pas conscient de l'hérédité qu'on a reçue, on n'est pas conscient de notre équilibre interne, on n'est pas trop conscient des enjeux de ce qui se passe dans notre quotidien au niveau de l'hygiène de vie globale. Je parlerai beaucoup d'alimentation ce soir parce que c'est l'outil sur lequel on a le plus d'influence. On ne peut pas maîtriser toujours l'air qu'on respire, la pollution dans laquelle on vit, les fréquences électromagnétiques qui nous environnent. En revanche, 3 fois par jour, on peut avoir la mainmise dessus. Moi, ce qui m'a motivé à vraiment creuser ce domaine-là, l'intervention que je fais là, elle fait suite à une première conférence que j'avais fait au Salon Bio de Besançon il y a 2 ans, au mois de mai 2013. Et puis, j'avais pas fait d'information dessus, parce que ça cristallise tellement beaucoup d'attentes, beaucoup d'a priori, que je voulais pas de débat envenimé autour de ça. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, surtout quand j'ai expérimenté la grossesse de ma compagne, et de voir comment l'accompagnement pouvait être fait. Et puis, je me suis rendu compte que la femme enceinte, en fait, c'était un malade qui s'ignorait. Et ça m'a assez révolté, parce que ça doit être un instant d'épanouissement pour moi. Alors bien sûr, là c'est mes mots d'homme, hein, et ça ne vaut pas des mots de femme qui a vécu la grossesse ou qui l'a accompagnée plusieurs fois. En tout cas, moi, c'est pour ça que je parle que d'un ressenti de mal ce soir, parce qu'il n'y a que ça que je connais. Mais ça m'a énormément choqué. On posait rarement la question à la femme si elle allait bien, mais on lui faisait faire des mesures sanguines, des relevés, et à aucun moment on lui demandait si elle était bien dans sa tête, bien dans sa peau, quelle était l'histoire de ses parents, et puis c'était plutôt des risques, attention aux risques, faites attention aux risques, et ça donne un conditionnement, et puis je ne parle pas de l'accouchement qui est ultra médicalisé. Moi ce qui m'a intéressé, c'est le cycle de ce qui prépare l'accouchement. Là la conférence 27 mots autour de la vie, je le voyais, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai vu comme un triangle, avec 9 mois d'un côté pour préparer l'enfantement, enfin plutôt même la procréation, 9 mois de la grossesse et 9 mois après. Et la grossesse, je le vois vraiment comme quelque chose de médian, où l'accouchement n'est pas du tout une finalité en soi. On a tendance à beaucoup cristalliser de choses autour de la grossesse et de l'accouchement, alors qu'en fait, c'est avant que tout se décide. La tenue d'une grossesse, elle tient compte du capital énergétique, et de beaucoup de choses au niveau des 2 parents. Et là, pour le coup, le père peut être responsabilisé, autant pendant la grossesse, il a très peu de rôle, autant pour la préparation d'avant-procréation, il a vraiment une place essentielle.
on va dire à presque 50%. Je dis presque, c'est pas pour minimiser son rôle, mais on verra pourquoi la maman est encore plus décisive que le papa dans la qualité des cellules de l'enfant. Et moi, ce qui m'a fait pencher sur le fait d'un peu plus insister en conférence, et même dans toutes les interventions que je peux faire, c'était de me dire, il y a un constat qui fait qu'aujourd'hui, il est normal, il est entendu de mettre 6 à 9 mois, 12 mois, et des fois 18 mois, c'est entendu comme une norme pour pouvoir faire un œuf, alors que c'est un acte qui est très banal. Puis j'ai regardé dans la nature, et puis bon, il y avait des périodes de rut et des choses comme ça, mais souvent il y avait très peu de prise pour qu'il y ait un enfant, donc c'était déjà ça. Les problèmes d'infertilité, de constater qu'en 20 ans la teneur en spermatozoïdes chez les hommes avait diminué de 50%, le fait qu'il y ait de plus en plus de fausses couches, de naissances prématurées, au point que les services sont surchargés, le fait qu'il y ait de plus en plus de malformations congénitales, le fait qu'il y ait de plus en plus d'allergies, et puis qu'aujourd'hui, ces allergies elles sont tellement présentes que ça devient une norme, et limite c'est une exception quand l'enfant n'est pas allergique, en dessous de 5 ans. J'ai de plus en plus d'enfants qui ne supportent ni gluten, ni produits laitiers, ni fruits à coque, en dessous de 4-5 ans, qui sont hyperactifs, enfin qui ont des troubles de la muqueuse intestinale, et puis après qui ont des intolérances alimentaires avérées. Alors c'est ce constat-là que j'ai fait, puis où je me dis, là, manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas naturellement. De mettre autant de temps à procréer, le fait de constater que il y a de moins en moins de concentration et de moins en moins de vitalité chez les spermatozoïdes de l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'hygiène de vie globale de l'ensemble des humains. Et pour moi, je le vois comme un échec, justement, de l'humanité moderne, c'est de dire il y a difficulté à procréer. Et là, ça devrait tous nous mettre en alerte, et quand je dis tous, ce serait plutôt les responsables de l'hygiène et du pôle sanitaire au niveau nationaux et même transnationaux, au niveau international. C'est-à-dire l'OMS tire la sonnette d'alarme, mais après c'est très peu répercuté dans les pays, de constater qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'important. Et puis avec le constat de dire qu'il y a une surmédicalisation pour un acte qui est complètement naturel. Alors là, j'ai divisé en 7 points un petit peu cette intervention. Alors là, je n'ai pas préparé l'intervention spécifiquement, c'est que je suis en train de rédiger quelque chose là-dessus. J'ai juste repris comme un feignant les chapitres. Voilà, et donc ça va être très sommaire de ce que j'ai pu écrire. Alors la première étape, j'ai appelé ça le temps de la réflexion, c'est-à-dire, on peut avoir un enfant de manière très spontanée sans y avoir pensé, mais si jamais on y pense, c'est de se poser la question, pourquoi l'enfant en fait ? Pourquoi faire venir un enfant au sein de la cellule familiale, au sein du couple ? Et puis souvent, j'ai eu, alors je répète, pas de cristallisation d'émotions, pas de jugement, rien. On parle sur un idéal absolu, et puis c'est des mots que je jette et chacun capte ce qui lui semble intéressant. Moi je voyais ça sous deux choses, de ce que j'ai pu observer, c'était ou une volonté de transmettre la vie, ou une volonté de la posséder, un peu égoïstement. Et faire un enfant, c'est une répercussion parce que on doit être conscient de la responsabilité de transmission de vie. Transmission de vie, pas de manière aléatoire, par rapport à un algorithme, si on utilise un principe mathématique, de réplication d'ADN, l'ADN du père, l'ADN de la mère. Donc ça serait déjà d'avoir cette notion de responsabilité individuelle du père et de la mère, future, devrait déjà dire qui je suis et pourquoi je veux l'enfant. Et ça, c'est des questions qui sont toutes bêtes, mais qui sont très douloureuses. Est-ce que je viens faire un enfant pour compenser quelque chose chez moi, pour répercuter une norme, pour penser quelque chose que j'ai au fond de moi et qui m'a blessé, qui date de l'enfance? Est-ce que je viens faire ça par mimétisme? Est-ce que je viens continuer de faire perdurer la race humaine? Est-ce que je viens le faire par optimisme? Est-ce que je viens le faire pour me donner une béquille pour ma fin de vie? Toutes ces questions-là doivent être un peu analysées, c'est difficile, c'est un crève-cœur souvent, mais au moins l'enfant, il porte pas, si la maman va le porter, il portera pas, lui, ces raisons-là.
ces responsabilités-là dès le départ. Et il y a une implication, je dirais, morale. Un contrat moral qu'on passe avec l'enfant, c'est tu n'auras pas une meilleure santé que moi, puisque tu es mon fruit au départ. Donc c'est de se dire, si je cherche à avoir un enfant, je sais déjà que sa limite, ça sera la mienne. Ce qui est logique. Donc le temps de la réflexion préalable, c'est aussi s'autoriser à dire je vais prendre soin de moi. Et plus je prends soin de moi, plus je prends soin de mon futur enfant. En fait, pour moi, l'enfant, il existe déjà intellectuellement à partir du moment où on a commencé à émettre l'idée et le souhait d'avoir un enfant. Et à partir de ce moment-là, c'est de se mettre dans un processus où je suis déjà parent, mais j'ai personne à m'occuper, mais en réalité, j'ai déjà quelqu'un à m'occuper, c'est-à-dire moi-même. Dès l'instant que l'enfant va être là, ou dans le ventre, ou sorti, toute mon attention va être mise dessus. En tant que parent, c'est ce qui se passe, c'est la norme. Mais en fait, s'il existe déjà mentalement, il faut déjà que je m'en occupe. Vu que je ne peux pas le faire, le manifester sur son corps, à lui, il faut que je le fasse sur le mien. Puisque c'est un prolongement de moi, l'enfant. Et c'est là où ça me paraît essentiel. Et toutes les manifestations problématiques de santé chez l'enfant, elles trouvent leur lit dans le terrain transmis par les parents. Pour ça que la chose la plus importante, pour moi, c'est se préparer à la conception. Bien plus que la grossesse. Alors, se préparer à la conception, c'est faire déjà le point, chose qu'on ne fait jamais. On s'intéresse très rarement à sa santé avant d'avoir des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'il y a déjà un indicateur qui dit stop, tu as déjà dépassé une limite, ou tu n'as pas compris un fonctionnement, tu n'as pas compris une règle, et viens corriger cela. Alors, suivant la volonté ou les informations qu'on aura, on pourra agir dessus. Et quand bien même on n'aurait pas de choses qui se manifesteraient, c'est d'essayer de se comprendre soi. Alors ça peut être faire un bilan de santé, un bilan de vitalité, de se tester, dire quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, est-ce que je porte un héritage génétique favorable, est-ce que dans la transmission d'un côté ou de l'autre de mes parents, j'ai des allergies, j'ai des problèmes auto-immuns, voilà, toutes ces choses-là, c'est adresser puis dire, en effet, il y a de fortes chances que si je ne fasse rien, mon enfant récupère cela. Et je suis convaincu que je peux agir sur cela. C'est-à-dire là, on met fin quelque part à un cycle répétitif, on met fin à un déterminisme, et là on trouve une source de motivation énorme pour s'occuper de soi, pour que l'enfant ne porte pas ce qu'on a eu. Quand on est parent, on va chercher à redonner le meilleur de l'expérience, mais avant même qu'il existe, l'enfant, on peut déjà utiliser cette expérience de la vie pour venir corriger cela. Alors la question serait pourquoi prendre le temps de concevoir ? C'est de se dire que dès l'instant qu'on vit, de toute façon, au niveau du métabolisme, on va produire du déchet. Et souvent, on produit plus de déchets qu'on a une capacité à les éliminer. Parce que le mode de vie étant ce qu'il est, les sources de pollution ou d'intoxication sont plus nombreuses que les capacités à les gérer ou à les endiguer. Alors ça va être différent pour le père et ça va être différent pour la mère. On va dire le père, lui, ça sera de s'aligner avec lui, ça c'est une chose, mais c'est plus subtil, mais ça sera son objectif d'avoir du bon jus, en gros, avoir une bonne qualité de spermatozoïde. Ça, c'est son objectif. La mère, c'est quoi ? C'est de faire une bonne matrice. De manière très froide, très pragmatique, c'est ça. C'est ça le but. Alors, c'est marrant parce que je parle souvent, moi je viens du milieu paysan, et je reçois des gens de la campagne en séance, là c'est plutôt sur du reboutement, des choses comme ça, mais et donc les éleveurs bovins, ils accordent énormément d'importance à la génétique. La mère est comme si, on regarde, et souvent qu'on a plus de facilité à admettre des choses évidentes pour l'animal, mais dès l'instant que ça touche à l'humain, on le met presque de côté. C'est-à-dire que les bovins, on va faire attention à ce qu'ils aient un bon capital minéral, on va faire attention à ce que la flore intestinale soit bonne, qu'il n'y ait pas de fermentation, etc. Et pour une femme, on ne va pas parler de ça. On ne va pas regarder le bilan minéral complet, on va regarder un petit peu le calcium, un peu le potassium, et c'est tout. On ne va pas regarder l'équilibre acido-basique, on ne va pas demander à la mère comment est sa digestion. On va éluder toutes ces choses-là, alors que c'est la chose qui est le plus manifestée dans le milieu paysan. Et souvent, ces gens pleins de bon sens, ils comprennent très vite
les gens de la campagne, quand on aborde ces sujets-là. Quand on est connecté à la Terre, donc aux animaux, à l'environnement, quand on est dans l'observation, on comprend que c'est des règles de base et en fait d'extrême bon sens. Il y a très peu de choses à tenir compte. En fait, il faut retenir deux choses quand on cherche à préparer la conception d'un enfant, c'est quel est mon état de toxémie, quel est mon équilibre acido-basique, et quel est mon état de vitalité, ce qui va de pair. En fait, si vous avez ces trois choses-là, vous savez sur quoi agir. Alors l'équilibre acido-basique, comme son nom l'indique, c'est dans quel état d'acidité je suis. Donc on l'est tous, plus ou moins, mais souvent plus que moins. Donc ça va être comment je peux l'endiguer. Puis l'état de toxémie, ça va dépendre du mode de vie qu'on aura eu, puis de ce que, encore une fois, nos parents nous auront légué en héritage. Et puis après la vitalité, ça c'est à chacun de se sentir. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de repos ? Est-ce que quand je fais une activité physique, je suis épuisé ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai du dynamisme ? Est-ce que je suis assez positif ? Ça, c'est des choses qui permettent de tester un petit peu ça. Et puis, travailler sur cette toxémie. Alors la toxémie, ça va être les diverses sources de pollution externes et internes générées par le corps. Le fait simplement de vivre, on génère un état de toxémie. C'est-à-dire que la cellule prend des nutriments. Le nutriment, ça peut être l'oxygène. Et puis en faisant un travail, elle va rejeter du déchet. C'est-à-dire je prends de l'oxygène, je rejette du gaz carbonique, qui est une source de pollution, entre guillemets. Je mange, je produis de digestion, je produis des fermentations, je produis de l'oxydation. Ça, c'est une première source. Alors évidemment, si je mange des aliments qui me sont adaptés, dans les quantités qui me sont adaptées, normalement ça roule. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, je mange des aliments pas adaptés, dans des quantités pas adaptées. Donc forcément, le corps, au bout d'un moment, il ne va pas pouvoir éliminer ça. Ce surplus-là, il va se traduire par un stockage. Ce stockage, il va être plus ou moins gros en fonction de la capacité des émonctoires à le gérer. Alors les émonctoires, ce qu'on appelle les organes excréteurs, ça va être les reins, les intestins, la peau, les poumons, et dans une moindre mesure le foie. Dans une moindre mesure, parce qu'il a plus un rôle de filtre catalyseur que de nettoyeur. Donc ça serait de dire comment ça marche au niveau de mes intestins. Est-ce que je vais souvent à la selle ? Je devrais y aller 2 fois par jour, ou est-ce que j'en suis ? Si c'est moins d'1 fois par jour, c'est un état de constipation. Est-ce que j'ai besoin de stimulants pour aller à la selle ? Est-ce que je vais trop à la selle ? Quelle est la consistance de mes selles ? Quelles sont leurs couleurs ? Quelles sont leurs odeurs ? Combien de fois je vais uriner ? Quelles sont la couleur de mes urines ? Quelle est l'odeur de mes urines ? Comment est ma transpiration ? Est-ce qu'elle est acide ? Est-ce que je la sens ? Est-ce qu'elle est abondante ? Quelle est mon haleine ? Voilà, ça ce sont des signes de bon sens, encore une fois, qui permettent de voir comment le système fonctionne. Et si je suis une femme, c'est comment sont mes règles ? La femme a un immense avantage par rapport à l'homme, c'est qu'elle a un organe excréteur supplémentaire. Ce qui explique en partie seulement, pourquoi les femmes sont en meilleure santé. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui permet de nettoyer le corps pour produire justement le plus bel ovule à chaque fois. Donc c'est une mini détoxination à chaque fois. Et là vous faites le parallèle aisé avec la prise de pilules contraceptives qui parfois bloquent les règles. Et ça renvoie aux problématiques quand on est à la ménopause, où on a plein de soucis, on remet ça sur le compte des hormones, c'est juste que tout le travail de nettoyage qui ne pouvait pas être fait correctement, ou alors qui était fait uniquement par le vagin, puis par l'excrétion des règles, ne peut plus se faire, et tous les autres organes se trouvent saturés avec la même quantité de déchets à éliminer, et donc c'est une source d'encrassement, pour faire le lien. Donc veiller à ces signaux, observer ces symptômes, c'est comprendre son état. Ça, c'est la première chose. Ensuite, de savoir où on en est au niveau de l'équilibre acido-basique. Donc, quand on est trop acide, les plus grandes sources de manifestation de cet état-là, ça va être généralement des crises inflammatoires. Alors que ça va être au niveau articulaire, ça va être au niveau intestinal, ça va être une congestion au niveau de la sphère ORL, ça va être une peau plus ou moins sèche, une irritabilité, une fatigue qui peut être plus ou moins chronique, des cheveux et des ongles cassants, des dents un peu déminéralisées, des cernes, des rides précoces, une certaine fragilité émotionnelle,
quand on vacille, le déséquilibre acido-basique va clairement de pair avec la toxémie, parce que qui dit surplus acide dit déchets métaboliques acides, donc augmentation de la toxémie. Et plus on va avoir de déchets dans le corps, moins on aura de vitalité pour les excréter. Puis à un moment donné, où ce seuil de vitalité-là va être inférieur à la toxémie générale du corps. Pour toutes les pathologies, enfin pas toutes, de mon point de vue en tout cas, 95% des pathologies sont dues à la toxémie et à un excès d'acide dans le corps. Ça c'est le langage que vous retrouverez chez tous les naturopathes de quelque école qu'ils soient. C'est ce qui est constaté. Et on commence à y venir de plus en plus en médecine traditionnelle, où il y a de plus en plus fatalement de pathologies chroniques, de pathologies lourdes, de maladies auto-immunes. Et on voit que c'est vraiment les cellules du système qui sont le problème, et qu'il y a vraiment une modification du terrain qui vient générer des problèmes. Évidemment que connaître son état va permettre de connaître l'état de son terrain. Et vu qu'on sait que l'enfant reprend la réplique de deux terrains, mais surtout celui de la mère, ça permet déjà d'avoir une visée assez juste de quel sera le potentiel de l'enfant. Alors si en gros on est dans le jeu de ce que je propose idéalement, c'est-à-dire de prendre 9 mois pour préparer on va dire l'accouplement, ça fait 9 mois en gros pour se détoxifier et préparer son corps. Et modifier son terrain en fonction de ce qu'on a constaté. Si jamais on se rend compte qu'on porte quelque chose héréditairement qui est assez lourd, et bien là on ira encore plus loin, en pouvant faire des diètes très spécifiques, des monodiètes, voire même pour certains des jeûnes. Il existe bon nombre de couples qui avaient des problèmes d'infertilité, qui ont pratiqué le jeûne avec succès, qui sont venus à procréer. C'est quelque chose qui est même ritualisé, les jours d'accouplement dans certaines traditions. Je pense notamment en Inde, chez les brahmanes, où le rituel de conception de l'enfant est assez sacré. Il y a des choses spécifiques qui sont faites la journée, des pujas qui sont faits, des encens, certains types d'encens qui sont brûlés, et les deux parents jeûnent. On sait qu'en gros, on neutralise ce qui est circulant dans le corps. Pendant cette période de 9 mois, ça peut être aussi l'opportunité pour la maman de passer à un mode de contraception plus naturel. Et de dire, je vais nettoyer, si j'ai pris la pilule, je sais que c'est un moyen qui est antinaturel, qui est chimiquement pas sans conséquence. Il existe tout un tas de méthodes de contraception naturelle, qui bien sûr, vu que acheter une pilule, ça revient à un investissement. Et prendre le parti d'une contraception plus naturelle, c'est aussi jouer un jeu économique différent, donc c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'informations dessus, mais ça existe depuis une trentaine d'années. Je ne développerai pas, mais parce que c'est pas le but de ce soir, et que c'est un problème qui est très spécifique à chacun. Néanmoins, il y a plusieurs sages-femmes qui donnent des formations de grande qualité. Je sais qu'il y en a eu il y a 2 ans. Je sais pas, c'était une sage-femme qui venait de Rhône-Alpes, je crois, qui avait formé plusieurs ostéopathes. Il y a des ostéopathes qui sont formés. Malheureusement, les gynécologues ne sont pas... Voilà, ouais. Il y a peu de gynécologues, en revanche, qui sont formés. Ils sont plus formés aux méthodes pilules, donc il faudra peut-être aller chercher des ressources complémentaires. Ne pas hésiter, en tout cas, à en parler aux gynécologues non plus. Mais ça existe. Et donc, ça peut être ces 9 mois un moyen de nettoyer un peu la pilule. Il existe pour ça des procédés homéopathiques qui sont très bien, des draineurs de pilules, alors suivant l'âge qu'on a, suivant le terrain hormonal qu'on a, suivant la durée de la prise, le type de pilule qu'on a pris, et ça marche assez bien. Et là, on se rend compte que quand les femmes prennent ces méthodes homéopathiques, moi je l'ai constaté autour de moi, pour l'avoir recommandé, il y a des règles très noires qui sortent, très abondantes. En gros, c'est comme un nettoyage sur les plusieurs années où la pilule a été prise. Et puis ça peut être aussi l'occasion, ces 9 mois-là, de supprimer largement tous les stimulants et, on va dire, éléments toxiques qui peuvent régner dans notre régime. Alors évidemment la cigarette, l'alcool, les drogues dures, les drogues douces, ça peut être un moyen de se désaccoutumer de cela. Parce que la formation dans le sang, elle reste plusieurs semaines, plusieurs mois, donc c'est pas au moment où il y a le verdict de grossesse, souvent plusieurs semaines, il
y aura une incidence malgré tout sur le reste de la grossesse, donc on peut déjà prendre du recul puis se dire c'est vrai que je suis accro à la cigarette, je vais me sevrer tranquillement, puis je vais essayer de ne pas mettre une grosse pression, un gros stress, parce que je sais aussi que ce stress, il sera aussi mauvais que la cigarette. Donc c'est de se donner du temps aussi pour faire ça. Ça va être la même chose pour l'alcool, ça va être aussi la même chose pour l'hygiène de vie. C'est vrai que je suis devant l'ordi jusqu'à 3h du mat, que je dors peu, je vais être sur l'ordi jusqu'à minuit. Et puis après, idéalement, au moment où je serai enceinte, j'arriverai à 10h30. C'est de réformer son hygiène globale au fur et à mesure. Et puis peut-être de se dire, quand je serai enceinte, j'aurai peut-être pas la possibilité ou l'envie ou le temps de faire du sport. Donc je vais peut-être faire d'autres activités physiques, ou alors si j'en faisais pas, je ferai simplement de l'activité physique pendant la phase de préparatoire. En fait, c'est se préparer à un exercice spécifique. J'ai appelé ça l'eugénisme hygiéniste. Alors j'ai longtemps hésité à utiliser ce terme d'eugénisme, parce qu'il renvoie à des périodes de l'histoire qui ne sont pas spécialement sympas. Mais en fait c'est ça, parce qu'on va faire de la sélection d'enfants quand on fait ça. Je dis, si j'enlève tout ce qui est toxique chez moi, forcément je donne la possibilité de s'exprimer le meilleur de moi-même. Donc je fais déjà une présélection. Donc je choisis d'exprimer le mieux. Donc cette sélection, on appelle ça l'eugénisme. Donc en fin de compte, c'est un terme qui est connoté, mais qui n'est pas négatif. Et plus je le répète, plus j'essaie de me persuader que c'est positif, et que c'est pas un jugement en fait, que ça devrait être une loi logique pour chacun. Donc voilà, de se dire, je choisis le meilleur. Alors, la maman de dire, je ferai le meilleur ovule possible. Et le papa, je fournirai les meilleurs spermatozoïdes possibles. Alors, après ces 9 mois de préparation, vient le moment de la conception. Alors la conception, c'est un instant qui est très bref au niveau métabolique. Enfin, très bref, l'acte peut durer des heures suivant les personnes, mais la conception en elle-même, elle dure quelques secondes. Mais ces quelques secondes-là, au niveau biologique, elles sont très significatives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'épigénétique. Donc il y a la génétique, c'est la transmission du patrimoine par l'ADN, c'est-à-dire réplication de l'ADN du papa et de la maman. Les spermatozoïdes du papa arrivent, il y en a un qui gagne le gros lot et qui arrive avec les autres à l'ovule, et donc l'ADN de la maman dans l'ovule, et puis les deux se rencontrent, et ça forme une cellule. Et cette première cellule, c'est la génétique. Ça va être répliqué ensuite 100 000 milliards de fois en cellule. Sur cette base-là d'ADN commun, ça va être répliqué. Ce qui est assez phénoménal, et c'est pour ça que cet enjeu, en fait, pour moi, le cœur une chose à retenir de cette conférence, c'est cette première cellule, qui va être quelque part le déterminisme de l'enfant. Et ça cristallise beaucoup de choses, qu'on passe de la génétique à l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence du caractère extérieur, de l'environnement extérieur, sur, on va dire, l'expression des gènes de l'enfant. Alors, pour faire simple, l'épigénétique, on pourrait se traduire, j'ai un jumeau, mais lui va être différent de moi. Pourtant, on a la même structure ADN au départ. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'expression de l'épigénétique, c'est-à-dire ce que je vais manger, ce que je vais respirer, mon stress, la façon dont j'ai été éduqué, qu'est-ce que j'ai regardé à la télé, quelles études j'ai faites, etc. En gros, la vie. Donc au départ, la génétique, ensuite l'épigénétique. Et ce changement, il se fait là, parce que évidemment qu'il y a la fécondation, donc là on est dans la génétique pure, et ensuite, imaginons que le papa dise « Je ne veux plus de l'enfant, je te quitte ». La mère va être stressée. Donc ça va bouleverser le développement de ces cellules. Donc là, on sera dans de l'épigénétique même. C'est-à-dire, quelque part, l'enfant, il va déjà sortir d'un orbite théorique de l'expression de son ADN. C'est ça qui est important à saisir. C'est qu'il y a, au départ, la génétique, sur laquelle on ne peut rien, si ce n'est l'influence qu'on a eue sur les 9 mois préalables en préparation de la grossesse, et ensuite, tout le caractère épigénétique qui va s'exprimer tout le long de la vie du nouvel être. Donc en gros, cette cellule, c'est la base, et l'influence du caractère extérieur, nous, ça sera surtout l'alimentation qui va tourner autour.
Le quatrième point, c'est la grossesse, la gestation et le développement. Alors c'est là où il y a le plus de choses qui sont cristallisées, à raison, parce que là c'est matérialisé. Alors, si on s'est plus ou moins bien préparé, la grossesse se préparera plus ou moins bien. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'a priori sur la grossesse, à tel point que maintenant les femmes, quand elles n'ont plus de signes négatifs, elles s'inquiètent. Je vomis pas, est-ce que c'est normal? Parce qu'on est tellement malade quand on est enceinte que ça paraît pas normal de vomir. Si vous connaissez un petit peu, si j'ai parlé de détoxination, si vous vous êtes intéressé à qu'est-ce que c'était que la toxémie et comment on pouvait l'indiguer, les symptômes de début de grossesse, c'est ni plus ni moins que de la détoxination. Je vomis, j'ai des nausées, j'ai pas faim, j'ai des diarrhées, j'ai du dégoût, j'ai de la fatigue et j'ai des sautes d'humeur. C'est-à-dire un relâchement massif, énorme de toxines à travers le corps. Donc les réactions d'une mère à l'autre, elles sont différentes en fonction de la toxémie qui existe et en fonction de la capacité à les éliminer. Dès l'instant que le corps il rentre dans un schéma de développement d'un fœtus, il n'en aura rien à faire de la volonté de la mère. Lui, il se dit, toi, tu as choisi de faire ta vie, ok. Là, tu dois te mettre en mode inconscient. Le meilleur doit être donné à l'enfant. Ton sang, c'est son sang. Donc je nettoie. Pour ça qu'il y a, d'un côté, les problèmes de fertilité et les problèmes de fausse couche, c'est la même chose. Une toxémie qui est trop grande. C'est je ne te donne pas l'autorisation de laisser passer pour procréer. Ça va pas, parce qu'il faut quand même se dire que l'espèce humaine, il faut qu'elle perdure de manière qualitative. Et là, c'est là où ça cristallise beaucoup d'émotions. En général, on me rejette des regards noirs, mais c'est comme ça, on est que des animaux. Et puis derrière, je vais faire décrocher l'œuf, parce que les conditions de vie ne sont pas réunies. Ou alors, si tu mènes cette grossesse à terme, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour toi, ou ça va pas le faire pour l'enfant. Donc c'est un programme, en fait. Si l'algorithme se passe bien, l'enfant va à son terme. S'il y a un peu des blocages dans les rouages, c'est qu'il y a un problème. Et la maman, elle ne doit pas vivre ça comme un échec, une fausse couche éventuelle. Elle doit se dire, mon corps était simplement pas encore au diapason. Qu'est-ce que je peux faire encore pour travailler? Ou alors, qu'est-ce que papa peut faire? C'est juste ça. Et c'est même une chance. C'est de se dire, voilà, l'enfant n'aurait pas été ce qui nous ressemble le plus. Donc, ça me laisse du temps pour retravailler sur moi. Peut-être aussi que j'étais trop stressé. Alors, c'est quelque chose de plus subtil. Et je ne l'aborderai pas parce que ça demanderait un développement vraiment annexe et puis avec beaucoup plus d'explications, ça demanderait presque une conférence spécifique pour ça. Mais en tout cas, c'est pas de le vivre comme un fardeau, pas comme non plus un blocage inéluctable ou comme une colère divine qui s'abattrait. C'est une conséquence biologique d'un programme qui ne peut pas s'exprimer. Ces symptômes-là, ils peuvent être plus ou moins forts suivant le degré. Alors, la mère, elle a juste une chose à faire. Si elle n'a pas pu faire ce travail, on va dire de détoxination, de dépollution de l'organisme avant la conception, elle peut quand même l'accompagner au début. L'erreur majoritaire faite par les femmes enceintes, souvent, ce que je rencontre, c'est de dire, je vais devoir me priver, et en plus je vais grossir, donc je vais me lâcher. Moi, je vois des mamans qui se disent, plein pot sur le Nutella, quoi. De toute façon, je vais grossir, donc on y va plein gaz. Et c'est là, du coup, on comprend, oui, je vais avoir la peau qui va pas être belle au début, je vais avoir ci, je vais avoir ça, mais si on amplifie les choses, forcément que les symptômes vont augmenter. C'est plutôt de se dire, je me tourne, qu'est-ce qui produit le moins de déchets dans le corps? Les fruits, les légumes, les noix, des céréales peu modifiées ou à très faible teneur, voire sans gluten. J'enlève les produits laitiers au maximum, ou je garde le chèvre ou le brebis de temps en temps. Les viandes, je vais virer les charcuteries. Les grillades, pareil. Et je vais garder de préférence le poulet ou des poissons comme le maquereau, la sardine, des choses simples. Et surtout, je vais travailler sur une donnée mais qui est absolument fondamentale. Je n'ai pas parlé sur les 9 premiers mois, les 9 mois de préparation. Là, je vais en parler là pour le faire qu'une fois. C'est le capital minéral de l'organisme. Au niveau dans le placenta, c'est un développement de tissus. La souplesse des tissus
ou de la mère pour l'extension de son ventre, ou pour la dilatation de sa vulve pour l'accouchement, ça sera à fonction du capital minéral. Plus on a de minéraux, ou moins on est acide, ce qui revient à la même chose, plus on est extensible. C'est pour ça que les problèmes tendineux, on dit souvent baisser les produits laitiers, la charcuterie, des choses comme ça. En gros, ce qui génère le plus d'acide qui vient se coller sous forme de cristaux sur les chairs, on les a plus. Et donc la maman, pour qu'elle ait une belle expansion dans le ventre, pour qu'elle ait aussi une belle dilatation, et puis que l'enfant surtout puisse bien se développer au niveau osseux et au niveau tissulaire, il lui faut énormément de minéraux. C'est de se dire, je vais y aller plein gaz sur les légumes. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est, oui, mais les carences. Alors, on pense carence au moment de la grossesse. Mais on pense jamais carence avant la grossesse. D'ailleurs, souvent, on fait des analyses, c'est la première fois, tiens, je savais pas qu'il y a du potassium dans le corps. C'est intéressant. Et ce serait avant, c'est au moment où on réfléchit de projet enfant, c'est-à-dire, quand je parlais de faire un bilan de santé, c'était ça aussi. C'est d'aller embêter votre médecin puis lui dire, je veux un bilan complet. Et puis, je veux le potassium, je veux le magnésium, je veux le calcium, je veux le sodium, je veux connaître l'état de ma thyroïde, je veux connaître l'état de mes glandes surrénales, je veux connaître mon pic de cortisol, je veux tout connaître. Je veux savoir qui je suis, en fait. Ce qu'on m'a jamais donné, je le veux. Et là, ensuite, en fonction de ça, je peux avoir des choses. Et aller se reminéraliser au maximum. Souvent, il y a un déficit de fer. Alors, c'est vrai qu'il y a une consommation accrue de fer parce que les échanges sanguins sont augmentés, parce qu'on partage le même sang avec un autre individu. Mais c'est plus une carence. Il y a 3 types de carences. Il va y avoir la carence par déficit d'absorption. Donc, si je ne consomme pas d'aliments où il y a du fer, c'est sûr que j'en aurai pas. Il va y avoir la carence aussi d'absorption. C'est est-ce que ça passe la barrière intestinale pour aller dans le sang, ou est-ce que ça va jusqu'à la cellule? Ça, c'est la carence d'assimilation. Puis la troisième, c'est la carence de restitution. Est-ce que mon foie va travailler correctement, suffisamment bien, pour pouvoir que j'ai du fer circulant? C'est assez rare, c'est anecdotique. Généralement, on consomme assez de fer. C'est plutôt par problème d'assimilation. Et là, ça renvoie directement à l'état de la muqueuse intestinale. Qu'est-ce qu'elle absorbe? La muqueuse intestinale, pour faire simple, c'est comme un tamis très très fin, qui laisse passer les nutriments. Donc les intestins pressent les aliments dans l'intestin grêle, extraient un suc vivant, un jus, qui est transféré dans le sang, et puis ça va irriguer toutes les cellules du corps. Si ma muqueuse intestinale, si mon tamis est lésé ou englué, évidemment, il y a des nutriments qui vont passer en excès, qui ne devraient pas s'y passer dans le cas d'une lésion, soit alors, s'il y a une couche déposée dessus, il y a moins de choses, voire peu de choses qui vont passer. Et là, ça renverra plus aux produits amidonnés. On dit généralement le gluten, mais c'est aussi largement les amidons. Si vous regardez le gluten, ça renvoie à glu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est gluant. Donc ça va tapisser la muqueuse intestinale et ça va empêcher l'absorption des nutriments. Donc souvent on va se complémenter en fer, alors qu'en fait il est là, mais de fait de se complémenter encore plus, ça ne viendra pas résoudre le problème si c'est un problème d'assimilation. Si en effet on se rend compte que dans son alimentation elle est trop déséquilibrée, qu'il n'y a pas assez de fer, évidemment qu'il faut une complémentation. Mais derrière, c'est surtout le sursis d'absorption qu'il faut aller regarder. Et c'est pour ça que les mois préalables à la grossesse sont importants pour avoir une bonne capacité d'assimilation. On pourrait même parler des intestins tout de suite. C'est la clé pour la maman, les intestins. Il y a un organe, il y a une fonction à mettre au-dessus de tout, c'est les intestins. Déjà, parce que c'est ce qui va irriguer l'enfant, on va dire c'est ce qui va absorber ce qui va être transmis à l'enfant. Et puis surtout, on sait que 80% de l'immunité provient des intestins. On se dit, si je veux être en forme, si je veux être suffisamment tonique pour ne pas être perméable et vulnérable, il faut que je les privilégie. Et enfin, l'autre chose, c'est l'enfant les intestins de l'enfant sont une réplique exacte du biotope de la maman. Le biotope, c'est la flore intestinale, les bactéries présentes dans les intestins. Chacun d'entre nous, on a en gros, grosso modo, 2 bactéries dans les intestins. Alors si on s'imagine les intestins, c'est un endroit sombre,
humide et chaud. Donc 37 degrés dans l'humidité et dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Développement de levure, c'est comme ça qu'on fait des champignons. Donc nous, nos intestins, il y a des bactéries. Il y a une flore qui est pathogène. On parle de plus en plus de la candidose. C'est quelque chose qui touche quasiment une personne sur 4 ou sur 3. Alors qu'ici, je suppose que personne ne sait qu'il l'a. Mais si on fait une moyenne, il y aura presque 7-8 personnes qui l'auraient au moins. Donc ça, c'est de faire un bilan aussi, une colposcopie ou une analyse sanguine au départ. Et puis c'est de se dire, il y a une lutte constante entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et celles qui gagnent, c'est celles qui vont être nourries ou correctement ou incorrectement. Si je manque des sucres raffinés ou des céréales à amidon, des aliments transformés ou je fais des mauvaises associations alimentaires, ça va faire le lit de la prolifération des mauvaises bactéries, ce qu'on appelle la flore pathogène. Si au contraire je reste vers des aliments plus physiologiques pour l'espèce humaine, dans les quantités, dans les associations qu'il faut, et dans la vitalité qu'il faut, là ça va nourrir, entre guillemets, les bonnes bactéries en prébiotiques. Prébiotiques, c'est essentiellement les fruits et les légumes, enfin les végétaux de manière large, parce que ça peut être aussi les champignons, les noix, etc. Donc l'importance de s'occuper de ces intestins, pour la maman, elle est vraiment fondamentale. Ça devrait être une obligation du médecin, ça devrait être une obligation de la sécurité sociale, parce que si on s'occupait vraiment de ça, il y aurait beaucoup moins de pathologies. Aujourd'hui, on sait, on admet difficilement, mais on sait que l'autisme vient d'un dysfonctionnement au niveau des intestins. En Amérique du Nord, c'est assez admis, on sait que les tests qui ont été faits montrent qu'un enfant autiste à qui on supprime produits laitiers et gluten s'en porte mieux. Et dans la plupart des cas, pratiquement 2 cas sur 3, il y a une intoxication aux métaux lourds. Donc là, ça renvoie à la phase préalable de la maman qui dit où est-ce que j'en suis de mes métaux lourds. On peut faire un bilan. Parce qu'évidemment, tout va être retransmis, puisque ce qui circule dans le sang de la maman, ça va circuler dans l'enfant. Et j'anticipe un petit peu. Après, le moment où la maman détoxifie le plus ses métaux lourds, c'est lors de l'allaitement. Donc c'est à mesurer aussi. Et là, ça renvoie au premier point que j'ai soulevé, c'est-à-dire la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que je fais, et qui je suis, et à quoi je sers. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on les explique peu, et quand on l'explique, c'est pas spécialement agréable à entendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des expressions qui sont malheureusement assez normées. Une surquantité d'aluminium dans le sang, c'est très commun. Le plomb et le mercure sont de plus en plus présents, alors ça va être pour différentes raisons. Ça ne sert à rien de polémiquer dessus et puis de se mettre des idées noires. En tout cas, voilà. Les normes de tolérance sont relevées d'année en année pour ces métaux-là, mais ça prend beaucoup d'énergie. Le fait d'avoir des amalgames dentaires, c'est une problématique aussi. Le fait que la France soit le seul pays qui autorise encore les implants au mercure témoigne de quelque chose. Ça fait 30 ans que c'est interdit dans les pays nordiques ou en Allemagne. Les études sont là. Après, c'est pas parce que dans notre culture, on fait comme ça, qu'ailleurs, c'est pas fait autrement. Et surtout, c'est pas parce qu'on fait comme ça qu'il n'y a pas des études qui démontrent le contraire. Après, il y a une certaine inertie dans le milieu médical, parce que aujourd'hui, on est tellement dans une société où, et heureusement, on peut porter plainte, qu'on préfère ne pas admettre une erreur, pour pas avoir de poursuite judiciaire, et puis laisser perdurer les choses. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont mises sur le marché ou qui sont légales qu'elles sont forcément sans conséquence pour la santé. Voilà, c'était un peu l'instant morose. Désolé, faut le dire quand même. Si la maman est responsable, chacun de nous est responsable des informations qu'on transmet. Malheureusement, ça se constate de plus en plus souvent. Donc cette flore intestinale-là, j'y reviens, elle est vraiment capitale pour l'enfant. Hier, j'ai une mamie qui est venue me voir et qui me disait j'aurais bien dit à ma belle-fille de venir à votre conférence, donc c'est celle-ci, parce que sa fille de 4 mois, elle refuse de prendre le biberon de lait. Alors, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit elle a des diarrhées toutes vertes. Et puis surtout, maintenant, elle met des coups avec sa main dans le biberon quand la maman lui présente. Elle m'a dit ça l'excite, et puis là elle est perdue, et puis du coup le médecin recommande d'autres laits, mais c'est la même chose. Alors je dis
comment est la maman? Normale, toujours normale. Alors je creuse un petit peu, enfin elle a une polyarthrite rhumatoïde. Virgule, c'est pour ça que les médecins n'ont pas autorisé à allaiter. Donc on se trouve avec une maman qui n'a pas pu allaiter son enfant, parce qu'on lui a interdit, on lui a ôté son libre arbitre, et puis du coup une petite fille et qui doit prendre le lait qui n'est pas du tout adapté à son espèce et qui la rend malade. Et puis quand on creuse un petit peu la polyarthrite rhumatoïde, qui est une pathologie qu'on détermine aujourd'hui à vie, et incurable, si on creuse un petit peu, on se rend compte que le docteur Jean Signalet, il y a 40 ans, il a écrit un ouvrage où il traite de la polyarthrite rhumatoïde, et il lui explique de manière très compréhensible qu'en gros, ces problèmes... Alors, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est des cellules du système immunitaire qui vont attaquer d'autres cellules de l'organisme, généralement logées dans les articulations. Donc, c'est pas que la personne, dans son fort intérieur, est suicidaire ou masochiste, c'est juste qu'en gros, le corps attaque des cellules qui ne sont pas correctes, qui sont pleines de déchets. Et là, ça renvoie à l'état de toxémie. Comment ces déchets sont retrouvés là? Parce que ce sont des informations qui ont passé la barrière de la muqueuse intestinale et qui n'auraient jamais dû le faire. Et donc, les personnes qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, donc maladie incurable officiellement, quand on leur fait enlever les produits laitiers et le gluten, il y a une cessation des douleurs inflammatoires, cessation des crises, et si on suit un régime très strict, on se rend compte qu'il y a aussi une régression. Polyarthrite rhumatoïde, ça fait même les déformations au niveau des articulations. Et du coup, c'est de se dire, je m'en moque que la mère a une polyarthrite rhumatoïde pour cet enfant de 4 mois. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est déclencheur de la polyarthrite rhumatoïde? La lésion de la muqueuse intestinale. Et vu que l'enfant reprend l'état des intestins de la maman, forcément qu'elle vit comme quelque chose d'extrêmement agressif, un produit qui est physiologiquement déjà pas fait pour elle, le lait de vache. Donc en fait, il y a tout qui est écrit chez cet enfant. Et l'idéal pour la maman, ça aurait été qu'elle se dise « j'ai une polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que ça implique ?» Alors évidemment, elle n'a jamais entendu ça. Et ce que je dis là, on est d'accord que c'est nul. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Hein. Je vous invite très grandement à remettre en cause chacune de mes paroles. Heureusement, c'est pas moi du fond de cette salle qui détient la vérité. D'ailleurs, je fais juste voler des idées à droite à gauche, les compiler, puis essayer de trouver des poids communs. Il n'y a rien d'inventé. Mais on devrait se poser la question, alors on va dire, c'est comme ça. C'est l'hérédité, ou c'est comme ça, c'est pas de chance en gros. Il n'y a jamais quelque chose qui n'est pas de chance. Forcément que c'est ordonné. Forcément que si on voit que les cellules se répliquent, c'est bien selon un algorithme précis. Et la chance ou Dieu n'ont rien à voir là-dedans. On ne joue pas à la loterie. Et il y a fort à parier que si on donne du lait qui est fait pour un petit veau, un enfant qui est fait pour le boire le lait de sa maman, il y a plus de chances qu'il le tolère moins bien. C'est pas le hasard ou la chance en fait. C'est juste de dire cette personne-là a les intestins plus sensibles. Mais de fait, il n'est pas fait pour prendre ça. Parce que le veau, il prend pas le lait d'une femme. Ça lui viendrait pas l'idée, par exemple. Et nous, ça ne nous viendrait pas l'idée. Alors on en parlera plus dans la partie qui concerne le développement du petit enfant. C'est là où ça fera le plus grincer des dents. Heureusement. Mais là, en gros, c'est de faire comprendre, et c'est la chose à retenir ce soir, en dehors de cette cellule-là en fécondité, c'est la prépondérance des intestins. C'est vraiment la clé absolue. La clé absolue de la santé de l'enfant, la clé absolue de sa flore intestinale. Et tout est organisé là-dessus. Aujourd'hui, on sait que les enfants qui sont hyperactifs, qu'on traite à coups d'antidépresseurs, de neuroleptiques, faut le savoir, hein, c'est ce qu'on donne aux enfants. Il y a certains psychiatres, notamment en Europe du Nord, en Suède, en Norvège, qui ont signé des pétitions et qui demandent l'interdiction de ces médicaments, parce qu'ils les ont testés sur eux. Et se sont rendus compte qu'ils étaient complètement dépressifs, déconnectés. Les enfants, aujourd'hui, sont traités à ça. Mais ce n'est pas des enfants qui sont hyperactifs de nature, on dit c'est le tempérament. C'est faux. Ils sont surexcités au niveau de la muqueuse intestinale. C'est pas on peut les envoyer chez le pédopsychiatre, ça n'y fera rien. On peut les punir, ça n'y fera rien. Si on m'appuie le doigt sur le ventre
toute la journée, moi aussi je vais être hyper actif. J'aurai envie de me décharger à la première occasion, d'exploser. Et c'est ça qui se produit. C'est-à-dire les muqueuses sont tellement sensibles de génération en génération. Aujourd'hui, elles sont devenues très perméables. Et là, ça renvoie directement au phénomène d'allergie. C'est pourquoi des aliments qui sont très simples, comme des amandes, déclenchent des phénomènes d'allergie de plus en plus fréquents. C'est simplement parce que c'est des chaînes protéinées longues, non scindées, et qui agressent continuellement la muqueuse intestinale et qui passent dans le sang. Et là, ça déclenche des phénomènes d'agents immunitaires, les IgG, les IDH, etc. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Quand bien même les allergologues disent que ça n'a rien à voir, les générations avancent plus vite que les égaux des gens qui tiennent le savoir. C'est pas pour faire de la polémique là-dessous, mais moi, ce qui m'irrite grandement, c'est le fait qu'on dise c'est comme ça, d'un enfant. Je trouve ça assez horrible de dresser un constat c'est comme ça avec un enfant de 2 ans, et du reste des dizaines et des dizaines d'années à vivre, et on ne peut pas se permettre de dire ça. C'est un constat d'échec énorme pour la médecine, et les parents ils sont tout seuls là-dedans, à devoir composer avec des allergies multiples auxquelles ils ne comprennent rien, alors que c'est très simple en fait, extrêmement simple, c'est refaire la flore intestinale. Donc les intestins, ça, je vous invite à vraiment creuser dessus. Il y a tout un tas d'ouvrages qui ont été écrits, qui sont de grande qualité. C'est pour ça que j'encourage les mamans pendant leur grossesse à prendre des probiotiques, à prendre des aliments lactofermentés, à boire du kéfir, du kombucha, à prendre des soupes miso, à faire eux-mêmes leurs légumes lactofermentés. Et puis voilà, et même si l'enfant, parce que là on va le voir, ça va nous amener plus tard à parler de la petite enfance, et bien, amener des probiotiques au moins à l'enfant. Alors pendant cette période de grossesse, hormis le fait de s'occuper de ses intestins, il y a aussi une gestion du stress. Parce que ça vient cristalliser beaucoup de choses, la grossesse. On se rend compte ça vient un peu catalyser toutes des émotions qu'on a refoulées ou qui sont dues à l'enfance puis qui reviennent sur le tapis. Alors là, c'est pour le coup autant chez la maman que chez le papa. Moi, je sais que c'était assez raide à vivre. Et puis on se dit, est-ce que je corrige pas chez moi c'est lui qui va le porter. Alors là, c'est pas facile, parce qu'en plus de vivre un truc difficile, on se culpabilise. Et puis la maman, il faut essayer de l'entourer. Là, c'est le rôle du papa, essayer de l'apaiser au maximum. Et puis de la mère, elle est consciente que quand elle travaille sur des problématiques psycho-émotionnelles, c'est pas qu'elle va les apaiser, c'est qu'elle va les libérer. Et quand elle a cette conscience de pouvoir libérer des choses, ça veut dire que c'est hors d'elle. Et si c'est hors d'elle, c'est plus dans l'enfant. Et c'est plus dans sa mémoire cellulaire. Aujourd'hui, on voit tout un tas de thérapies. Alors, ça va de la kinésiologie aux constellations familiales. Et toutes ces pratiques-là, ce qui serait bien, c'est qu'un jour, on ne puisse plus en faire parce qu'on arrive à plus les transmettre à nos enfants. C'est qu'on porte de génération en génération des choses qui sont très lourdes et qui ne nous appartiennent pas. Or, déjà que dans notre vie à nous, on a des choses à régler, des problèmes à régler, des choses à résoudre. Si en plus, on doit porter ça de nos ascendants, c'est assez compliqué. Donc là, cette gestion du stress, elle n'est pas à minimiser. Et puis il y a aussi quelque chose que je trouve extrêmement bien pour la relation familiale avant rencontre visuelle, avant contact visuel, c'est l'aptonomie, qui peut énormément aider les mamans, qui peut impliquer les pères de manière très forte. Et puis surtout, ça permet de vivre quelque chose, déjà une vie de famille. Avant de se voir, on peut quand même se toucher, on peut s'entendre. On peut entrer en communication, ça donne une confiance énorme à l'enfant, parce qu'il sait qu'il a 2 personnes qui l'attendent, qu'en plus de sa maman, il a un papa, parce qu'il lui donne une belle polarité, et puis même pour l'équilibre du couple, on s'implique encore plus, on se responsabilise encore plus, et puis ça peut donner de la motivation à la maman de dire, en effet, oui, je peux être encore plus carré sur mon alimentation. Alors souvent on me demande qu'est-ce que doit manger la femme enceinte, c'est problématique de l'aborder comme ça de manière générale. Ce que je trouve dur, c'est qu'on va jeter l'opprobre sur les crudités en disant il y a des risques de bactéries. C'est ce qui s'entend. Par contre, on va très rarement parler de la viande, de la charcuterie, des produits laitiers. On va dire des insoxo pasteurisés ou cuits, c'est bon. C'est pas parce qu'on cuit quelque chose qu'elle est forcément bonne. Donc il y a des choses pour moi qu'il faudrait mettre dehors. Vous ferez le tri dans ce que je dis. Mais les produits laitiers, ça
Ça sert à rien, si ça vous fait plaisir, vous pouvez en prendre, mais ça n'a aucun caractère obligatoire. C'est beaucoup plus acidifiant qu'autre chose. Il n'y a guère que les tenanciers de l'industrie laitière qui arrivent à dire le contraire aujourd'hui. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que 85% de la population mondiale est intolérante aux produits laitiers, enfin au lactose. Donc si, encore une fois, je me mets à la place de mon paysan et que je dis 80% de mon troupeau est intolérante à ce produit-là, je ne vais pas lui donner ce produit-là. Sauf que pour les humains, on a du mal à le faire et on est dans un circuit économique qui est tellement développé que c'est un peu problématique. Alors c'est de se dire, si jamais j'en consomme, je les prends au moins crus pour avoir les enzymes. Mais le problème, c'est que le cru, on a peur de ça pour la femme enceinte parce que ça peut être pathogène au niveau des germes. À raison. Et donc on se dit, en fait, j'en ai pas besoin. Donc je les mets de côté, puis je les reprendrai si ça me fait plaisir après ma grossesse. Et puis je verrai ce qui se passe si je les arrête. 9 mois dans une vie, c'est pas beaucoup. Si on sait que plus des 3/4 de l'humanité n'en consomme pas de produits laitiers, on se rend bien compte que les 3/4 de l'humanité arrivent à procréer, à faire des enfants qui ont des structures osseuses et qui ne sont pas des flaques de chair, de sang et de lymphe. C'est un peu drôle, hein, je plaisante, mais il y a tellement de mamans qui sont dans une peur de la carence et qui surconsomment des produits laitiers que ça en devient effarant. C'est dommage, non? Si ça vous fait plaisir de manger du fromage, restez sur du chèvre, restez sur du brebis, du fromage, du bon, au moins du lait de vache biologique. Voilà, c'est sur des choses correctes, ou au moins pas en manger trop, mais surtout n'y mettez aucun caractère obligatoire. Si on veut parler du calcium, je rappelle quand même qu'il y a 82 minéraux dans le corps humain. On parle souvent que du calcium, mais il y en a 82. C'est vrai qu'il est important, parce qu'il va déterminer, il est doublement important, parce qu'il détermine la structure osseuse d'un individu. Et puis aussi, c'est lui qui va réguler, quand je parlais des déséquilibres acido-basiques, c'est ce calcium-là, il y a 1% du calcium qui est en circulation dans le sang, et qui va servir de tampon pour les cristaux acides qui sont en circulation, ou alors les résidus acides laissés par les aliments, pour que le pH sanguin reste dans une norme entre guillemets de 7,30 à 7,45, pour pas qu'il y ait coma, tout simplement. Vu que le lait est un produit acidifiant, il va mobiliser plus de calcium pour être toléré par l'organisme au niveau du pH qu'il va en apporter. Dès l'instant que du lait de vache, par exemple, est pasteurisé, on va pouvoir métaboliser que 30% du calcium. Mais ce calcium, souvent, il sera reconnu de manière inorganique par l'organisme. C'est-à-dire qu'il y aura une déstructuration au niveau de la molécule de calcium, et le corps ne pourra pas le reconnaître en tant que code. Et en plus, ça va être un aliment acidifiant qui va demander du calcium pour équilibrer le pH. Donc on tourne sur la tête, c'est même plus un cercle vicieux, c'est la débandade. Et si encore une fois on observe le règne animal, les gens me disent mais où je vais trouver le calcium? Cela c'est la peur absolue. Alors je dis est-ce que les vaches boivent du lait? Pourtant elles ont des grosses structures osseuses, elles font 600-700 kg, elles broutent de l'herbe. Alors je dis aux gens allez brouter de l'herbe. Elles ne savent pas s'il faut rire ou pleurer. Je dis allez juste vers des végétaux chlorophyllés, ça fera l'affaire. Il n'y a pas de souci. Une poignée d'amandes, vous avez le calcium pour la journée. Une demi-portion de brocoli, vous avez votre calcium pour la journée. Si en plus, vous rajoutez de la vitamine C, vous augmentez l'assimilation du calcium. Mais il n'y a pas de risque. 6-7 figues, vous avez la moitié de votre calcium pour la journée. Il y en a dans tous les végétaux du calcium. Il suffit juste en fait de manger plus de végétaux. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème lié à l'ostéoporose et à l'arthrose, enfin pas tant que ça. Au Japon, où il n'y a aucune consommation de produits laitiers. Par contre, on remarque des problèmes d'ostéoporose et d'arthrose chez les grands consommateurs de produits laitiers. Et ça s'explique simplement que si j'ai besoin de calcium pour équilibrer mon pH, il faut bien que j'aille le chercher quelque part. Et si je compte que sur mon lait pour m'apporter le calcium, le corps il va le pomper dans les os. Et ça crée de l'ostéoporose. Donc les problèmes de décalcification sont dus généralement, et c'est ironique, à un excès de consommation de produits laitiers. Alors des fois ça me fait bondir quand je vois des petits vieux me voir en consultation, j'aime pas les produits laitiers, mais je me force à en manger pour éviter l'arthrose. Je dis, mais il avait toutes les clés en main. Je prendrai juste l'exemple de ma belle-mère, qui a 72 ans. Elle consomme pas de produits laitiers depuis qu'elle est toute petite. Elle mange un peu de fromage de temps en temps, mais vraiment quand elle a invité au resto. Et puis elle a passé un test de densité osseuse il y a quelques mois. Et le mec s'y est repris à 2 fois, puis il dit il y a un problème. Il fait ouais, il y a un problème. Il fait je comprends pas. La structure osseuse de quelqu'un de 35-40 ans. Et il lui dit vous devez manger beaucoup de produits laitiers. Elle dit ah non, jamais.
Et la discussion s'est arrêtée là. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous prenez à la place? Elle n'est pas venue, cette question. Ensuite vient la partie de l'accouchement. Alors, l'accouchement, c'est pareil, c'est très complexe, c'est très personnel, et ça renvoie beaucoup à comment s'est passée la grossesse, et puis comment la maman vit ça. Si on est dans un monde idéal, parfait, idyllique, on pourrait dire, l'accouchement à domicile, c'est super bien. C'est vrai que c'est super bien. Mais moi, dès le départ, j'ai réfléchi à comment est née ma femme, avec une septicémie. Donc merci l'hôpital. Donc c'est à chacun de faire son choix. Les accouchements à domicile en Hollande, je crois que ça représente entre un tiers et presque la moitié des naissances. Ça se passe très bien, ils ont de meilleurs résultats que dans les instituts médicalisés. Mais c'est vraiment propre à chacun. Alors il faut se détacher de la peur, ça appartient à la gestion des émotions de la maman, et c'est de se dire, est-ce que je veux accoucher dans un environnement ultra médicalisé, ou est-ce que je veux une salle de naissance plus naturelle? Ça existe par exemple à la maternité de Dole, il y a la maternité de Lons-le-Saunier qui fait ça. Il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'écoute des besoins des mamans, ça commence à changer, c'est très bien. Ayez pas peur de visiter ces maisons, ces nouvelles salles de naissance. Ouais, non, les maisons de naissance c'est en Allemagne. Ça c'est, alors je parle de maisons de naissance parce que ce serait l'idéal vers lequel tendre. Ça c'est vraiment le top. Ouais, mais ça c'est, elle lutte. Voilà, c'est après, c'est comme les sages-femmes qui acceptent de faire les accouchements à domicile. Moi j'en ai contacté plusieurs parce que pour préparer ça je demande. Elles sont stigmatisées à fond, elles ont des assurances. Voilà, c'est incroyable, elles ont une pression phénoménale. Et moi j'avais posé la question, elle m'a dit vous êtes trop loin, je vais perdre mon boulot. Donc c'était pas entendu, c'était juste éventuellement. Donc il y en a dans le coin, je sais qu'il y en a une en Saône-et-Loire, il y en a une qui était sur le Jura qui est arrêtée, qui est sur l'hôpital de Lons. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, il y en a vraiment très. Voilà, c'est très 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 compliqué. C'est des femmes qui sont plus passionnées, qu'elles y donnent de leur personne, elles y donnent de leur salaire. C'est vraiment pas évident. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de tendre vers un modèle plus à l'allemande, c'est-à-dire au moins des maisons de naissance. Moi, ce que je trouve horrible, c'est qu'au moment de l'accouchement, on sépare déjà la famille. C'est-à-dire que le papa, il se retrouve un peu comme un couillon. Et puis surtout, la maman avec son bébé, le bébé il est déjà coupé du schéma familial. Il a vu son papa 2 heures dans la journée, qui était autant en stress qu'excité que fatigué. Il a dû supporter la maman. Hein. Et puis du coup, c'est compliqué quand même de vivre ces choses-là pour les 3 individus. Et encore plus s'il y a déjà une fratrie établie. Ça fait une frustration. Alors c'est d'accoucher dans des lieux qui ne soient pas surmédicalisés, où encore une fois on a l'impression de donner la vie, mais pas de se faire opérer d'une tumeur. Ça serait plus épanouissant pour la maman, j'imagine, de se dire sans entendre les bip bip, les choses comme ça. Ma femme ayant accouché à Dole, on a été agréablement surpris de ce qu'ils appellent la salle nature. Là pour le coup c'est pas du tout médicalisé. Il y a de la musique, l'enfant peut venir en musique, le papa a sa place, il n'y a pas d'instrument médicalisé. En même temps c'est sécurisé parce qu'il y a juste le couloir à passer, au moins ça serait bien. C'est-à-dire la possibilité, là c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de règle, et puis c'est nul de dire il faudrait ça, c'est vraiment propre à la maman. Si la maman est vraiment dans la peur, c'est sûr que même si on la met dans des conditions naturelles, si elle est stressée de nature, elle ne va pas pouvoir vivre son accouchement pleinement, donc autant qu'elle soit protégée de la meilleure des façons. Et si elle, l'environnement médical la rassure, c'est son mode de fonctionnement à elle, et c'est extrêmement entendable, tout est entendable en fait. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir offrir la possibilité à celles qui le souhaitent d'avoir un environnement le moins médicalisé. C'est surtout peut-être de décorer ces salles de gynéco-obstétrique avec plus de couleurs, des images sympas, de la musique. Ça mange pas de pain, c'est pas grand-chose, ça change rien aux conditions de sécurité et d'hygiène. Par contre, ça donne au moins une atmosphère de vie, parce qu'on s'apprête à la donner, au moins ça serait ça. Et puis de ne pas cristalliser autant de peur et d'appréhension. C'est vrai que pour en avoir parlé à beaucoup de sages-femmes, elles me disent que une femme enceinte, c'est un bassin et une dilatation. Vraiment, l'observation là, c'est d'y mettre un peu plus d'humanité. Alors c'est le cas pour les sages-femmes en général. C'est vrai que je n'ai jamais trop compris. Les gynéco-obstétriciens, c'est souvent des hommes, et puis voilà, ils sont là quand ça va mal, et puis c'est plutôt le forceps, c'est plutôt les choses comme ça, et puis on fait le travail et on y va.
Alors bon, c'est à peser. J'avais pas prévu d'en parler, mais j'en parle. Là, je parlais de forceps. De la même façon, quand il y a des extractions violentes, parce que c'est violent à observer quand même, de voir une sortie au forceps, évidemment ça occasionne une déformation. Alors tout de suite, le personnel médical dit bah, c'est rien, ça va se remettre. Évidemment ça va se remettre, mais comment ? Comment ça va se remettre ? Ça mange pas de pain d'aller voir un ostéo. Pour la maman comme pour l'enfant. Parce que ça fait... Enfin, c'est quand même très sollicitant pour le corps, évidemment que ça bouge fort, donc c'est bien d'y aller. Moi, on m'a reproché 2 choses quand ma femme a accouché, c'est de mettre la main sur la tête de mon enfant qui avait été sorti à la ventouse. Et on m'a dit, bah, ça sert à rien. Je dis, bah, moi en tout cas, il y a 5 ostéos qui m'ont dit que j'avais été sorti à la ventouse, que j'ai des problèmes. Donc c'est que ça doit laisser des traces. Alors on m'a regardé bizarrement. Et la deuxième chose, c'est quand 10 minutes après la naissance, l'infirmière a voulu donner du Doliprane en dosette dans la bouche. Et puis j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit du Doliprane, puis j'ai demandé pourquoi, très candidement. On m'a dit bah, c'est parce qu'il a mal. Je fais bah, je sais pas, il pleure pas. Puis l'infirmière m'a regardé et me dit vous avez raison. Et lui dire c'est pas moi qui aurais dû te poser la question, c'est toi qui aurais dû te la poser. On est tellement dans le protocole qu'on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'observation. Plutôt que de lui donner du Doliprane, on aurait pu regarder des choses basiques, ce qu'on n'a pas fait. Bon bah chacun son truc. Mais voilà, c'est d'être attentif aussi en tant que parent, parce qu'on est un peu déconnecté, c'est un environnement qu'on ne connaît pas. Et puis être dans le tempo de se dire, bah non, là il n'y a pas besoin de Doliprane, manifestement. Et puis se dire, quand bien même je suis dans un environnement extérieur, je ne suis pas déresponsabilisé. Ça reste mon enfant, et c'est moi qui dis oui, ou c'est moi qui dis non. Évidemment que je suis à l'écoute du corps médical, parce que lui, c'est plein de choses que je ne sais pas. En revanche, moi, je sais que si l'enfant manifeste rien, il n'a pas besoin de Doliprane. Et encore pire, la première substance qu'il prendrait dans sa bouche, c'est un médicament. Symboliquement, c'est particulier. J'en profite pour autre chose, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je le glisse, un petit conseil. Si jamais il y a des prises de péridurale, alors la péridurale, c'est très dur à drainer, parce que ça reste au niveau de la moelle. C'est pas en circulation. Autant une anesthésie, bon, ça met plusieurs mois une anesthésie. Une anesthésie générale, ça peut mettre jusqu'à 6 mois à être drainé. Une péridurale, c'est compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire des cataplasmes d'argile épais pour vraiment absorber ça. Donc, même si c'est pas tout de suite, voilà, c'est le rôle du papa, ça aide grandement. Ça peut être vraiment bienfaiteur. Alors au niveau de la piqûre ? Oui, à l'endroit même où il y a la piqûre, c'est là où le produit a été injecté. Donc là, ça va venir pomper. Alors ça va être la même chose pour tout ce qui va être, j'allais dire, de manière plus polie, plus feutrée, moins polémique. Tout ce qui peut être injecté dans le corps peut être comme ça. Voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous en voulez. Que ce soit pour vous ou vos enfants plus tard. Vous verrez, ça fera un bel abcès avec plein de pus et ça ôtera les éventuels adjuvants. Voilà, vous le préparez d'avance, vous le collez. Il restera les principes actifs de, je sais pas, vous avez dit vaccin, je sais pas ce qu'est l'ESMO, donc je pourrais pas juger si c'est quelque chose. Voilà, je sais pas ce que c'est. En tout cas, si on le met, je sais qu'il sort les adjuvants, comme l'aluminium. Et je crois, je sais plus quelle chose, j'avais dit dans les métaux lourds, l'aluminium, peut-être le même mot qu'on retrouve, peut-être, à voir. Donc voilà, c'est une information qui peut être utile, en tout cas pour la péridurale, c'est vraiment bien. Autre chose avec l'argile aussi, les jours précédant l'accouchement pour la maman, c'est de faire des cataplasmes sur cette zone-là pour attendrir les tissus, pour vraiment vasculariser au maximum, pour amener le sang et puis surtout amener des minéraux, pour encore assouplir cette zone-là. Évidemment, même chose s'il y a eu une déchirure. On ne peut pas hésiter à mettre aussi un emplâtre d'argile sur cette zone-là. Voilà, c'est pas aucun problème, ça fait le travail naturellement, l'argile. Alors, pour les infections urinaires, pardon. Oui, voilà. Alors, pour les infections urinaires, oui, alors là, ça serait plutôt des implants d'argile qu'on a fait de l'argile, pas en emplâtre. Alors là, ça serait de prendre plutôt des douches vaginales, des poires vaginales, de laisser reposer de l'argile 2-3 heures, de l'argile en poudre, on touille, et puis on fait des implants.
Là, alors les infections urinaires ou même vaginales ou les mycoses, ça va être un déséquilibre au niveau acido-basique. Et là, on ramène de la base. C'est ultra alcalin, l'argile, en plus d'avoir des capacités de captation de tout ce qui est toxique, et c'est stérilisant. Donc là, vous pouvez le faire en implant, parce que c'est vrai qu'aussi, il peut y avoir des infections urinaires au moment où il y a de la pression, on va dire basse sur les organes bas. Souvent, il peut y avoir des infections en fin de grossesse. Je prendrai aussi l'occasion, quand l'enfant se retourne, il a ses pieds qui compriment un peu l'estomac vers le haut, et la maman a souvent des difficultés à se nourrir. Là, ça peut être un moyen excellent d'aller se nourrir avec des jus de légumes, par exemple, qui seront très nutritifs, qui transiteront très peu par l'estomac, et qui là vont amener des minéraux de manière extrêmement conséquente à l'organisme. Ça va être la même chose pour les bouillons de légumes filtrés. Ça serait les aliments à privilégier en fin de grossesse. Quasiment prendre que ça la moitié du temps. Vous amenez plein de minéraux, une hydratation excellente, et vous surchargez pas ni les intestins, ni des choses comme ça. Alors, pour ce qui était, là, j'avais parlé de la poire vaginale, on pourrait imaginer, évidemment, dans la phase de préparation à la grossesse, de nettoyer les intestins aussi en faisant des lavements réguliers, pour que l'enfant ait plus de place. On m'a parlé aussi d'une technique ostéopathique. Je crois qu'elle est interdite en France, en fait, c'est parce qu'on passe par les voies naturelles. Par le vagin, c'est pour redonner de la mobilité à l'utérus. Et je sais qu'il y a des femmes qui l'ont fait après 3-4 mois de grossesse, et le ventre dégonfle, c'est-à-dire que l'enfant a plus de place naturellement. Je sais qu'il y a une ostéo qui le fait sur Paris, qui a écrit un bouquin très bien sur la grossesse. Flores aussi, à Modem, monsieur Flores, Ismaël Flores, qui fait ça. D'accord, ok. C'est assez impressionnant. Oui. Il remet de la place au bébé. C'est ça. Alors, on m'a dit que c'était très impressionnant comme manipulation, mais moi, on a parlé aussi de cette manipulation pour les femmes qui avaient accouché et qui sentaient mal, et que ça remettait des règles régulières tout de suite. On m'a parlé aussi de ce problème-là pour les problèmes de fertilité. Les problèmes de fertilité, généralement, c'est dû à une congestion dans cette zone-là, au niveau de la sphère ovarienne et de l'utérus, mais aussi ça peut être décongestionné par une action mécanique. Donc là, faite en ostéopathie, ce que viendrait mettre beaucoup plus de temps avec une alimentation hypotoxique. Donc c'est à approfondir aussi pour celles que ça intéresserait. Je sais que c'est en Belgique, c'est plus spontané au niveau de l'ostéopathie. Je sais qu'il y en a sur l'ouest de la France qui l'ont fait. Il y a encore un tabou, c'est qu'on voilà, ça fait une intrusion. Il n'y a que les gynécologues qui ont le droit d'avoir accès à ces zones-là. C'est pour ça que d'ailleurs l'ostéo sur Paris, elle est gynécologue aussi. Là encore, c'est en fonction de la culture, c'est qu'en gros, on y voit un acte, une intrusion sexuelle, alors que c'est une zone de vie, c'est le mental qui met une notion d'attouchement, là où il y a juste l'aide à quelqu'un, quoi. Pour ce qui est ensuite de l'hygiène de la mère allaitante et de l'enfant une fois que l'enfant est né. Je vous apprendrai rien en vous disant que l'alimentation physiologique la plus adaptée à l'enfant, c'est le lait de sa maman. Je vous apprendrai rien, mais si on parlait il y a 30 ans, c'était quand même fluctuant, parce qu'on a réussi à faire croire aux mères qu'un lait en poudre atomisée et synthétisé était mieux que leur lait. C'est quand même fort. C'est-à-dire faut Et ionisé aussi. Ionisé, enfin voilà, ça ressemble plus à grand chose. Ça devrait être la base, donc il est fait que pour prendre ça. La durée, on sait qu'on a une enzyme jusqu'à 3-4 ans. Après, la durée, c'est en fonction des parents. Alors, ce qui est dur, c'est que dans la société aujourd'hui, on est presque... J'entendais un sketch sur une radio comique, La Rire et Chanson, il y a 3 jours. C'était quelqu'un qui parodiait la Litchi League. Et puis, il disait, en gros, c'était trop pro-allaitement. Puis, limite, maintenant, ça fait rire. Et c'est presque un tabou d'allaiter son enfant au-delà de 4 mois. C'est presque bizarre. C'est assez symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Ça ne surprend pas ces mêmes personnes de mettre un enfant de 1 an et demi devant une tablette, ou de fumer dans la même pièce, ou de lui donner du chocolat à 1 an. Par contre, de pouvoir l'allaiter, c'est vu comme quelque chose de très désordonnant. Bon, c'est bizarre. Encore une fois, c'est le choix de chacun. Il n'y a pas de jugement à porter sur les mamans, mais qu'on laisse au moins celles qui veulent le faire en toute quiétude. C'est assez étrange. C'est encore une fois pour une des motivations supplémentaires qui m'a donné envie d'intervenir là-dessus.
Si on parle d'alimentation, évidemment que la première source d'alimentation, c'est de lait maternel. Évidemment que c'est pas que des lipides, c'est pas que des glucides, il y a autre chose, il y a d'autres informations qui passent. Je parlerai pas des anticorps, je parlerai juste de la relation d'amour qui se fait entre la mère et l'enfant. C'est une relation fusionnelle qui perdure tout le temps. Et il y a des gens, maintenant, j'arrive à leur dire après questionnaire, vous n'avez pas été allaité. Donc si j'arrive à mettre le doigt dessus, c'est bien que ça sert à quelque chose. Et quand c'est des gens qui ont 35-40 ans, ça témoigne quand même de quelque chose de très spécifique. Ma compagne qui a 38 ans, elle court après son allaitement. Voilà, elle court encore après, c'est très compliqué. Donc ses intestins, c'est très compliqué pour ça. C'est essayer de donner un minimum. Et puis, alors il y a par exemple, la maternité de Dole, ils sont assez pro-allaitement, mais moi j'ai entendu et là je renvoie au premier point, la responsabilité, puis pourquoi avoir un enfant. J'ai des gens qui m'ont dit, j'ai des problèmes de conception, aidez-moi. Et derrière, on parlait, pendant une séance, je suppose, on parle de tout. Hein. Puis je dis, vous allez allaiter. Puis non, puis ceux qui me conseilleront, je les enverrai chier. Alors je dis, cette femme-là, elle pèse contre la vie, de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et en même temps, le jour où elle l'aura, elle le coupera de ce qui leur rend envie. Je ne mets pas le doigt dessus, parce que c'est à chacun son choix, il n'y a pas de jugement à faire. Mais moi, ça m'interpelle quand même. Ça m'interpelle de vouloir un enfant à tout prix, et puis dès qu'il sera là, de ne pas lui donner ce pourquoi il est fait. Et une fois, j'ai écrit une phrase qui m'est venue, mais c'était écrit sous la colère, donc je l'ai dit, mais les parents pleurent les maux de leurs enfants dont ils sont eux-mêmes responsables. Et plus j'avance, plus je me rends compte de ça. C'est que les gens disent je ferai n'importe quoi pour mon enfant, et puis souvent on ne fait pas la base. C'est-à-dire de prendre le temps d'être avec lui, prendre le temps de lui donner ce qu'il lui faut. La santé, ça ne s'achète pas. Ça se construit petit à petit. Des fois, on part de très loin. Il n'y a pas d'injustice, encore une fois. C'est pas un fardeau dont on hérite. C'est pas un chemin de croix. Il y a souvent des conséquences logiques. Qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, ça ne sert à rien de se juger, de se culpabiliser, de s'en vouloir à vie. Mais en tout cas, il y a un monde dans la santé qui existe. Et puis, si on ne nous a pas transmis les clés, c'est d'essayer d'en comprendre les enjeux, au moins quand l'enfant est là, de s'intéresser, et puis que ça fasse rebond sur nous. Donc l'allaitement, ça me paraît être la base. Évidemment, si, comme on a vu, tout passe dans le lait, éviter les produits polluants, ça paraît être la base, les produits toxiques. Tout passe dans le lait, y compris les goûts. Donc l'éducation alimentaire pour l'enfant, elle va déjà se faire à ce niveau-là. Moi, je me rappelle que quand ma compagne tirait son lait, quand elle buvait des jus de légumes, le lait était vert fluo des fois. Alors c'est rigolo, c'était du lait de martien. Mais c'est de dire, oui, il y a vraiment tout qui passe. Il y a vraiment tout qui est cristallisé, dedans. Donc je trouve ça très beau. Et puis quand on parle, je vois de plus en plus d'enfants qu'on met à la viande. Maintenant, on est abaissé, c'est à 4 mois, on peut donner de la viande. Bon. La teneur en protéines du lait maternel est de l'ordre de 4%. Le bœuf, c'est 30%, 30-35% teneur en protéines. L'enfant, c'est un besoin vital, la protéine. Mais c'est quelle protéine, quelle quantité, puis surtout, j'insiste sur les minéraux. Toujours, que la maman ait une alimentation la plus minéralisante possible. C'est ça qui va permettre le développement tissulaire et le développement de la structure osseuse, et plus tard des dents. Si vous regardez la morphologie des enfants aujourd'hui, je dirais plus de fixer votre attention sur les enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Moi je viens de la campagne, les gens sont dits très osseux là-bas. Ça, c'est les gens de ma famille, c'est costaud. Moi je fais un peu figure d'exception parce que j'ai une alimentation pourrie, je ne m'en cache pas. Ce qui m'a forcé à m'intéresser à la naturopathie, donc il y a du positif dans le négatif. Et à la campagne, on voit ces gens qu'on dit terriens. Mais en fait, si on regarde leur structure osseuse, moi quand je regarde mon père ou même mon frère, puis mes grands-pères, j'en parle même pas, c'était des très gros os. Ben, c'est les minéraux qui construisent ça. Et ça autorise un déséquilibre acido-basique plus grand. Et si vous regardez les enfants aujourd'hui, qui ont une dizaine d'années, ils sont comme ça. Ils ont des os très fins. Ils sont déjà déminéralisés, extrêmement acides. Donc leur capital est déjà brûlé à 10 ans. Et souvent, on retrouve des cernes, un teint très blanc, et c'est pas par l'absence de soleil, c'est juste que tout est pompé à l'intérieur pour venir équilibrer le terrain. Alors c'est pas grave, parce que le développement de la structure osseuse, il se fait jusqu'à 20 ans. Donc on peut rattraper des choses, mais bombarder les enfants de minéraux,
et les minéraux, vous les trouvez essentiellement dans les végétaux qui vont pousser hors sol, ceux dans le sol aussi, parce qu'ils vont pomper ceux de la terre. Ceux chlorophyllés, ils vont les métaboliser, enfin, ils vont les transmuter encore plus par l'action de la photosynthèse, et puis il y aura de la chlorophylle. Alors, le chlorophylle, pour faire simple, c'est 95% similaire au niveau de l'hémoglobine. Et autre chose, si on parle de minéraux, on parle de l'eau de mer. Elle a 98% similaire, quand elle est isotonique sous forme isotonique, donc avec une salinité à 9 pour 1000, au plasma sanguin. Donc si on veut se nourrir, on va vers ce qui nous ressemble. Là, j'ai eu l'agréable surprise il y a 1h30. Mon fils ne voulait pas manger son truc, puis j'étais en train de manger un tartare d'algues, et puis il voulait le pot en verre. Je dis tiens, tu vas moins faire le malin, je vais te le mettre dans la bouche. Et il a aimé. Alors il a mangé des algues. Il a mangé ses algues. Bon, on est surpris des fois des réactions des enfants. Des fois je lui ai fait des jus de brocoli et de navet, il les mangeait. Des choses bêtes. Il a 1 an, mais il adore ça. Faut pas hésiter à stimuler leur attention. Évidemment, si je lui donne du sucre, le sucre c'est une drogue. Ça va outrepasser tout. Donc on ne pourra pas dire que c'est son instinct qui s'exprime. Et j'ai oublié de le préciser, mais c'est un point important. Le moment de la grossesse, c'est le moment où l'instinct est le plus fort. Des fois, il y a des femmes qui ont des compulsions pour certains aliments. Quand c'est physiologique, ça répond à un besoin spécifique. Quand c'est vers la tarte aux fraises ou le pudding, là c'est plus pour aller compenser quelque chose, ça peut s'entendre, on peut se faire plaisir. Mais souvent, il y a des gens qui me disent « j'ai mangé des lentilles tous les jours ». Alors j'ai mangé des concombres. Moi j'ai vu une femme, elle me disait « je mangeais 1 concombre par jour pendant 3 mois ». Le concombre, c'est l'aliment le plus minéralisant possible. C'est bourré d'eau, c'est ultra alcalin. Et sans doute qu'elle était à son écoute, elle était en train de rééquilibrer tout son terrain. Mais elle était branchée, c'était un primate, quoi. Et c'est cette relation-là qu'il faudra avoir. Et si la maman elle est là-dedans, l'enfant il va être là-dedans aussi. Et ça c'est très intéressant parce que ça ôte une peur. On se dit, lui il sait, moi je sais pas. Moi j'ai beau avoir lu plein de trucs, je fais que confiance à l'instinct de mon fils. Parce que je sais pas ce dont il a besoin. J'ai aucune idée de ce dont il a besoin. Mais là pendant 3 jours il a quasiment pas bu. J'ai essayé plein de trucs, ça passait pas. Alors il y a des choses qui passaient, c'est un petit peu de banane et des bouillons de légumes. Des bouillons d'artichaut, des trucs costauds. C'est dégueulasse, quoi. Et lui, il adorait ça. Il m'en buvait des biberons entiers. Alors, je sais pas. Et là, sans doute qu'il va chercher des minéraux pour faire je sais pas quoi, comme travail. Et je m'en moque. Par contre, ce qui m'occupe, alors il a perdu 300 grammes, 400 grammes. C'est pas grave. Il avait une bonne grosse masse. C'est un bon gros moine. Donc, c'est pas un souci. S'il a ce besoin-là, c'est qu'il va faire quelque chose. Et puis il reviendra plus tard vers autre chose. Faut pas hésiter à faire comme ça. C'est qu'aujourd'hui, là je reviens vers l'allaitement, il y a un nouveau standard qui est fait par les pédiatres, c'est de dire on ne donne pas à la demande. C'est que là c'est pas en dessous de... c'est minimum 3 heures, faut attendre. Alors je dis si on donne pas à la demande, c'est-à-dire on casse l'instinct du gosse, c'est-à-dire c'est le seul moment où il peut à la limite manger comme il veut. L'enfant, et là on est en train de dire non, c'est pas bien s'il tète toutes les heures. Il y a des mamans qui m'ont répondu qu'elles avaient écouté leur pédiatre et que les gamins ils gardent ça et qu'ils tapaient sur les placards pour ouvrir. Ils crevaient de faim. Il y en a qui têteront toutes les 4 heures et il y en a d'autres qui auront besoin de téter toutes les 2 heures. Il n'y en a aucun qui est pareil. Et là on est en train d'essayer de standardiser les individus, alors que ce soit adulte ou enfant, c'est assez compliqué. On se rend compte qu'on est tous différents. Et on devrait tous manger pareil, et tous vivre pareil, tous dormir pareil, et tous faire la même activité physique. Quand je parlais d'eugénisme, où j'avais peur d'utiliser ce mot-là, quelque part, il y en a qui ont peut-être moins de complexe à vouloir standardiser les choses. C'est plus pratique dans la gestion, c'est moins efficace dans les faits. Donc il ne faut pas hésiter à ce que la maman se fasse confiance. Et si des mamans, même dans sa grossesse, elle n'a pas faim, si elle ne saute un repas, ça ne sera pas grave. Il n'y aura pas de souci, ou si elle a envie de manger que des fruits ou que des légumes, ça ne sera pas grave non plus. Ou si elle est vorace sur les bouillons de légumes qui sont dégueulasses à l'odeur, si elle, ça lui parle, ça sera très subjectif, il faudra qu'elle aille là-dessus. Il y aura un bémol à apporter quand même lors de l'allaitement, parce que si on passe 36 heures, 48 heures sans trop manger, la lactation sera coupée. Le corps, il va vers les priorités. Il va privilégier l'hôte, enfin l'individu, plutôt que l'allaitement, qui sera secondaire. C'est toujours par ordre de priorité que l'organisme fonctionne. Il ne faut pas avoir peur de laisser
son enfant se responsabiliser, puis plus on lui donnera de responsabilités, plus il se sentira en confiance, plus il sera autonome, et plus il tracera lui-même son schéma alimentaire, on aura juste à être à l'écoute. Ça c'est intéressant, puis la maman elle peut faire la même chose, et des fois on se force, on dit j'ai entendu que, ou j'ai lu que telle chose était bonne, et puis ça ne nous convient pas, mais on force parce qu'on a entendu que c'était bon. Non, si ça passe pas, peut-être qu'en théorie c'est bien, et peut-être que dans la pratique c'est pas bien, et peut-être que ce que je dis en théorie, et même si je l'ai constaté dans la pratique, c'est bien, mais peut-être que ça ne vous conviendrait pas du tout, et c'est pas grave en fait, et tant mieux, parce que ça vous permettra, vous, peut-être de donner des tuyaux à d'autres mamans qu'auront peut-être rencontreront les mêmes problématiques que vous, et ça permettra un échange qui sera qualitatif. Alors, si pour diverses raisons, on en vient à pas pouvoir allaiter, ou si on veut faire une transition vers l'allaitement, je ne suis pas spécialement favorable au lait qui soit que végétaux. Quand bien même il a été prouvé que c'était, ça se tient, hein, parce que les études le montrent, que ce soit pour du lait de soja, du lait d'amande ou du lait de riz enrichi, les développements se passent normalement. Vu que je ne sais jamais ce que deviennent les informations que je transmets, il y a des laits animaux pour moi qui me semblent corrects. Alors, je vais donner par ordre ce que je pense être intéressant. Évidemment toujours cru, non pasteurisé, pour la préservation des enzymes et puis surtout des vitamines. Alors, le lait de jument, le lait d'ânesse, le lait de chèvre, le lait de brebis et en toute fin le lait de vache. Il faut faire attention aux préparations du commerce, que souvent elles sont additionnées d'amidon, alors d'amidon de riz ou d'amidon de maïs. Ce sont des aliments congestionnants, donc ça peut générer des réactions de détoxination de l'enfant au niveau de la sphère orale souvent. Ça peut être des écoulements nasaux, ça peut être des petites sinusites, ça peut être des petites bronchites. C'est pas grave, hein, ça passe. Par contre, il faut être encore en état d'observation par rapport à ça. On va dire que les produits laitiers et les amidons sont très congestionnants pour la sphère supérieure. C'est pour ça qu'on constate de plus en plus de cas d'asthme chez les enfants. C'est une congestion de la sphère pulmonaire. Et il y a une réaction du système nerveux pour détoxifier qui a induit des crises. J'ai beaucoup de mal avec les enfants asthmatiques. Il y a des traitements naturels qui existent, notamment au niveau alimentaire. Les parents ont tellement peur de la carence qu'ils le suivent rarement, quand bien même ils constatent les effets. Donc encore là, c'est pour ça que je parlais de verrous mentaux, il y en a encore beaucoup. Pour ce qui est du lait de vache, il y en a énormément. Moi, c'est quelque chose sur lequel on m'interpelle, on m'apostrophe, voire on m'insulte de temps en temps. C'est pas parce que c'est ancré culturellement que c'est comme ça. Moi, mon oncle produisait du lait. J'en ai bu, j'allais le chercher à la ferme, j'ai aucun problème avec ma famille, j'en veux à personne, je ne suis pas en train de venger qui que ce soit, juste pour que je suis sûr, parce que ça cristallise beaucoup de choses. Néanmoins, il faut se rendre compte que c'est l'animal qui produit le plus, plusieurs dizaines de litres par jour. Si on cherche à traire une jument, il faut que le poulain soit là, elle l'autorise. Elle peut coupler ses mamelles, elle peut refuser de donner du lait. Donc c'est autrement plus compliqué. Par contre, on se rend compte que le lait de jument, en fait, il n'y a pas besoin d'enzymes pour le digérer. Alors, il y a besoin de lactase pour digérer le lait de vache. Alors, nous, on l'a développé par adaptation. En nous, franc-comtois, hein, pure souche. On l'a développé par adaptation parce que ça fait des centaines d'années, voire quelques millénaires, qu'on l'a introduit dans l'alimentation. Alors, quand je dis quelques millénaires, ça veut dire 2, 3, 4 000 ans. On va dire quand l'agriculture, l'élevage, c'est répandu, mais c'est pas quelque chose qui est natif dans l'espèce humaine. On a su faire sans les vaches. Alors aujourd'hui, ça fait vivre une économie. C'est intéressant dans une industrie, on va dire, de plaisir, comme l'alimentation, ça s'entend. Mais par contre, c'est pas un besoin physiologique de l'enfant. En revanche, je pense que pour un aliment de croissance, ça peut être intéressant d'amener des produits laitiers animaux, alors sous diverses formes, mais c'est des produits qui sont trop concentrés, quoi qu'il en soit. Parce que fait pour une autre espèce. Et il n'y a pas que des lipides, il n'y a pas que des glucides, il n'y a pas que des protides, il n'y a pas que des minéraux, il n'y a pas que des vitamines, il y a des informations hormonales. Et donc il y a des hormones spécifiques qui sont en direction du veau, qu'on va prendre pour nous. Alors, quand c'est du lait bio, c'est pas si pire. Quand c'est pas du lait bio, on va retrouver des antibiotiques, tout un tas de choses pas
pas terrible dans le lait. Quand j'ai dit que la mère se détoxifiait par le lait, c'est également le cas de la génisse et puis la vache. Donc c'est la même chose. Évidemment qu'une vache moins stressée dans les alpages elle produira du meilleur lait que dans des élevages intensifs qu'on en besoin de plus en plus. On parle de la ferme des 1000 vaches, mais il y a aussi des éleveurs de plus petite échelle qui respectent pas leurs vaches, quoi. Donc peu importe. Moi j'ai des amis qui côtoient des industries, enfin des exploitations laitières de grande envergure, notamment ils vont travailler en Allemagne où il y a jusqu'à 2-3 000 vaches. Ça fait peut-être mal de le dire, mais c'est les faits. Donc faut pas juger, faut constater. Ces vaches-là sont mieux traitées que des fois par le petit paysan du coin qui met des gros coups de savate ou qui laisse les vaches dans leur merde. Donc il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est grand que c'est pas sans chose, c'est regarder. En tout cas, la première chose, ça serait de respecter l'animal et de lui donner une nourriture adaptée. Aujourd'hui, on se rend compte que en fonction de comment on a nourri les vaches, il y a eu des problèmes. Comme on a nourri les poissons, il y a eu des problèmes. Comme on a nourri les volailles, il y a eu des problèmes. Ce serait peut-être bien de se dire, et de la façon dont on nourrit l'homme, est-ce que ça pose pas des problèmes? Encore une fois, vu que l'industrie animale, c'est de l'argent, que ce soit pour la chair ou pour le lait, on ne vend pas encore des hommes, en tout cas en Occident, mais il y a un impact quand même sur la santé. Il y a des aliments qui sont physiologiquement faits pour la vache. Je parle souvent à des éleveurs, ils me disent qu'eux, ils choisissent du grain très spécifique qui ne va pas fermenter, ils font pas trop d'ensilage, ils mettent tel pourcentage, enfin voilà, pour pas que ça fasse de fermentation, de gaz, que ça induise des purines, enfin que ça contamine le lait. Enfin, vraiment, il y a des éleveurs qui sont en nutrition et qui sont vraiment ultra pointus, parce qu'ils sont intéressés à la performance de la vache pour donner du lait. Et donc c'est que ça existe, ces études, mais elles existent aussi pour l'humain, c'est de se dire, oui, le lait de la mère, peut-être que si on l'analysait suivant ce qu'elle mange, ça serait peut-être différent. Ça serait intéressant. Donc là j'ai donné quelques laits animaux qui pouvaient être de substitution, au maximum cru pour garder les enzymes, et puis ça peut être soufflé. Là ça vient de plus en plus, par exemple il y a des faisselles de brebis, donc là j'en parlais avec un biologiste dans un laboratoire, lui me disait d'enlever l'acide lactique en laissant transpirer un petit peu le fromage, et puis en le cuisant au bain-marie pour le prédigérer. Et maintenant, il y a des yaourts, alors je fais pas de pub, je suis pas affilié, Cafilus, c'est des yaourts de brebis lactofermentés, du coup qui sont très digestes, parce qu'il y a des probiotiques dedans, qui sont très digestes pour l'enfant, ça peut être des très bonnes choses. Et puis ce qui peut être bien aussi, là je parlais, j'ai eu une dame de 80 ans en séance, qui avait des gros soucis, un problème, gros soucis d'intestin, puis il y avait, je refais le topo sur les intestins comme je vous ai fait. Et puis il y avait sa fille qui avait 50 ans, 55 ans, puis elle me dit, moi, quand je suis son fils a 26 ans, donc il y a 26 ans, mon fils il rejetait le lait. Il vomissait, il avait des diarrhées, et donc du coup, on lui donnait, alors ce qu'on fait, quand les enfants vomissent, on met des épaississants. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème, on les empêche de vomir. Voilà, donc on peut regarder, sauf qu'elle, la maman, courageuse, elle a 26 ans, elle s'était dit, ça passe pas. Donc, elle s'était documentée. Alors, à l'époque, elle a dû bien galérer, parce que Internet, il y a 26 ans, puis les commandes de livres, c'est pas évident. Elle lui a donné du jus de carotte, et ensuite, elle coupait du lait de chèvre avec du jus de carotte. Et c'est génial. Et moi, ma grand-mère, je me rappelle, quand elle avait des chevreaux où la maman était perdue, où elle n'avait pas assez de lait, puis elle donnait déjà du jus de carotte. Ça m'avait interpellé. Et il y a beaucoup de pédiatres naturels et de naturopathes aux États-Unis qui, depuis les années 60, recommandent de mettre un quart, un tiers de jus de carotte couplé avec du lait de chèvre cru. Et c'est un aliment d'une qualité mais exceptionnelle. Pas bon, c'est exceptionnel. Ça n'arrive pas au lait maternel, mais là on a quelque chose qui est vraiment, vraiment exceptionnel en matière de nutriments. Et moi je me rappelle que quand le temps que ma femme essaie monter de lait, instinctivement, je lui avais amené du jus de carotte à ma compagne, lacto-fermenté. J'en avais pris dans ma bouche, j'en avais salivé, puis je l'avais donné à la béquée à mon fils et il avait tété. C'est un goût naturellement sucré, carotte, et c'est bourré de vitamines, de minéraux. Et ça vient compenser le déséquilibre un peu acide que amènerait le lait de chèvre. C'est très physiologiquement tolérable. Il y a tout un tas d'autres choses. Mais sachez que les enfants, dès le plus bas âge, que ce soit des laits d'argile, ou alors des petits jus de légumes, ils sont très friands, ils les acceptent très très bien. Donc même si la maman n'a pas beaucoup de lait, déjà qu'elle boive des jus de légumes,
En gros, ça lui évite de manger des grosses quantités, puis elle tire la quintessence des légumes, c'est-à-dire surtout les minéraux, et les vitamines. Et puis l'enfant, il en bénéficie de manière très simple, parce qu'on ne lui fait pas travailler son système digestif, vu qu'il n'y a pas de fibres. Et ça passe directement dans le sang. La problématique de l'introduction de l'alimentation, ça va être le passage aux fibres. Et ben, c'est de faire extrêmement simple. Et moi, je me retrouve avec des gens qui ont des intestins tellement inflammés que je leur dis, ben, on va faire comme avec le nouveau-né. Et je leur donne une seconde vie aux intestins. Donc, c'est de leur donner, ben, pour moi, des petits jus dilués à l'eau, et d'aller petit à petit, puis des fruits comme des bananes, enlever la peau des pommes, des poires, les mixer finement, les couper un peu à l'eau, l'introduire comme ça, des légumes cuits vapeur qu'on va mixer très finement pour pas qu'il y ait fibre. Et puis on entraîne le système digestif à travailler, on observe les sels, on les sent, on regarde la consistance, voilà, voir les différentes textures, s'il y a des éléments granuleux, quelles sont les couleurs. Et puis jour après jour, on va voir comment l'enfant en tolère. Et puis on fera des introductions plus ou moins larges. Il ne faut pas se mettre, pour les produits gras, essayer de les mettre pas trop concentrés non plus. Alors regardez plutôt les privilégier les produits, pour le coup, si on donne un petit peu de lait, de produits laitiers, il y aura des acides gras. Ou sinon on peut faire tremper par exemple des oléagineux. Et puis en faire des petits laits, c'est-à-dire qu'on mixe, qu'on passe au chinois. Ou alors en faire des petits purées qu'on va mixer avec les légumes, c'est-à-dire prendre, si l'enfant est en bas âge, 6 mois par exemple, 2-3 noix de cajou qu'on va tremper dans l'eau, qu'on va mixer avec les légumes. Ça portera des acides gras, on va le faire un coup avec des noix, un coup avec des pistaches, un coup avec des noisettes, un coup avec des noix du Brésil, un coup avec des noix de macadamia. Ça, c'est des très bonnes sources d'acides gras. Et puis déjà, si on tourne sur une base végétale, l'enfant a grandement ce qu'il faut. Protéines animales, pour moi, on pourra attendre un bon moment. Les amidons aussi, je ne vais pas te donner trop de détails. Voilà, parce que ça porte toujours à polémique ces choses-là. Il n'y a pas le feu en fait. Les amidons, c'est de la colle. Si on regarde comment se comporte l'amidon de riz, comment se comporte l'amidon de la pomme de terre, comment se comporte l'amidon du blé, donc le gluten, c'est des colles. Et puis pour des intestins à formation, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'idéal. Il y a tout ce qu'il faut dans les fruits, dans les légumes et dans les noix. Et puis un enfant, il catalyse tout, donc il n'y a pas de problème. Et puis si en plus on met des produits laitiers animaux un petit peu en petite quantité, de manière la plus crue, puis la plus physiologique possible, c'est-à-dire avec des animaux petits, des chèvres, des brebis, éventuellement de la jument, ou des ânes, de l'ânesse, ça sera correct et il n'y aura aucune carence et aucun problème de développement. L'invitation que je ferais, ça serait de réfléchir à aujourd'hui, de voir comment les enfants sont allergiques, ont des problèmes d'intestin. Il y a une étude qui est parue aux États-Unis fin 2013 qui montre que 90% des sources de constipation des enfants sont dues aux produits laitiers. Donc ça, c'est des études qui ne sont pas contestables. On sait aujourd'hui ce qui marche. Après, il y a toute une économie qui vit dessus et qui essaye de vivre sur ces dernières heures parce que le public n'est pas dupe. Et puis quand les mamans se trouvent en problème, on a beau leur raconter quoi qu'elles veulent, quoi qu'elles peuvent entendre, elles vont chercher ailleurs. Et puis on va dire on ne peut pas étouffer ce qui fonctionne. Quand bien même on explique qu'en théorie ça ne marche pas, si dans les faits ça fonctionne, les mères vont ce qui leur convient le mieux, ce qui convient le mieux à l'enfant. La seule chose que je voudrais laisser de la conférence, hormis la cellule, l'intestin, c'est de se faire confiance vraiment grandement. Pour moi, tout le monde a les clés pour faire. Je parle toujours du bon sens paysan. C'est pas parce que c'est mes racines, mais c'est que je vois, c'est des gens qui fonctionnent par pragmatisme et par observation. On devrait tous fonctionner comme ça. C'est qu'on est dans une ère qui est extrêmement mentale, et extrêmement intellectuelle, mais on peut tout faire dire, et au contraire, à tout et n'importe quoi. Pourtant, il y a des vérités qui transcendent toutes les théories. Et pour moi, c'est le bon sens de la mère qui a tout en elle pour exprimer la vie et puis pour rendre possible de la meilleure façon qui soit celle de son enfant. Et l'enfant porte ça en lui. Donc si on lui laisse les clés de la boutique, lui saura quoi faire. Et c'est pas nous qui allons l'éduquer, c'est lui derrière qui va nous apprendre des leçons de vie, notamment sur l'alimentation, à nous faire réfléchir ce qui est le besoin, ce qui est le plaisir. Et puis à nous dire ce qui est bon ou pas bon. Des fois ça va nous faire du mal de l'admettre parce qu'il y a des choses, il y a des plaisirs sur lesquels on voulait pas revenir. C'est de garder ces plaisirs-là, mais plutôt qu'ils soient quotidiens, qu'ils soient hebdomadaires.
et puis sur les écarts qu'on faisait, qu'on raisonne plus par besoin, par satiété, et puis qu'on se concentre sur le fait de transmettre un bon patrimoine, de bien le donner, et puis que si on a respecté ça, peut-être que l'enfant va le respecter, puis va le transmettre lui aussi à ses enfants derrière, et puis sûrement qu'on viendra influer de manière positive sur la santé des individus qui se dégradent de plus en plus. Et moi je suis extrêmement optimiste quand je vois la prise de conscience de la plupart des gens. Donc pour moi ça tient qu'à la responsabilisation de chacun, puis aux choix qui seront faits en temps et en heure. Et il n'y a aucune raison pour que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Et si on transmet tous les informations qui nous ont parlé, que ce soit les mamans ou les papas, on peut tous tirer profit de ces bienfaits qui sont tous naturels.